Tout le monde est là? Ouais. Quand vous voulez. Voilà, bonjour à tous ou rebonjour. Merci d'être là. Bienvenue à ce débat sur la mise en place d'un environnement numérique de travail en entreprise, en grande entreprise, ou en PME, ou encore dans les services publics, ou encore dans un environnement scolaire. Alors, ce débat va s'articuler autour d'un certain nombre de questions qui ont été prévues par les organisateurs, et puis surtout, on va vous demander d'y participer activement grâce à ce petit boîtier dont vous disposez tous à présent, j'imagine, puisque c'est un petit boîtier multifonction et qui va vous permettre aussi de répondre à des questions à choix multiples, comme vous allez pouvoir le voir, questions qui vont servir de débat, en tout cas de point d'accroche pour les différents intervenants à ce débat que j'ai le plaisir de vous présenter maintenant, en commençant bien sûr par Madame Nancy Van Oosteyen, responsable des infrastructures informatiques de la Sonaca, si je ne me trompe. Bonjour Madame. À côté de Madame Van Oosteyen, à sa gauche, donc à votre droite, Yves Epelboin, qui est directeur général des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation aux universités Pierre et Marie Curie. À la droite de Madame, Laurent Guelton, qui est directeur de la société Orditech, ingénierie informatique. À ses côtés, Alain Braun, directeur du service expertise et prospective de l'Institut provincial de formation. Et à ses côtés, Joël Lambiotte, président du réseau des informaticiens communaux et CPS, appelé, me dit-on, plus communément le RIC. Voilà, c'est exact, j'imagine. Monsieur Lambiotte, qu'on est particulièrement content de voir parce qu'on a cru qu'on l'avait perdu ce matin. Mais voilà. Et enfin, pour vous accueillir aujourd'hui, Monsieur Guy Béard, qui est directeur général régional des enseignements, chef du projet Campus numérique de l'Université du Travail, où nous nous trouvons cet après-midi. Je vous le disais donc, un petit boîtier à votre disposition, dont je vais vous demander de bien vous servir immédiatement, et peut-être pour vous familiariser déjà et pour voir si tout fonctionne convenablement, Monsieur Laurent, mais je n'en doute pas. Une toute première question, assez simple, même pour moi qui suis totalement profane en la matière, c'est connaissez-vous les boîtiers de vote électronique? Alors, je vais vous demander de le prendre et d'appuyer soit sur le 1 si oui, je l'ai déjà utilisé, sur le 2, non, je n'en ai jamais, non, j'en ai jamais entendu parler, ou c'est non, je ne connais pas, qui est à peu près mon cas. C'est A, B ou C? Ah voilà, c'est A, B ou C. Enfin, vous l'avez sous les yeux, donc vous pouvez, je pense, le système a été déclenché. Et on a déterminé de manière un peu arbitraire, je vous le concède, 15 secondes pour répondre à chaque question, mais enfin ça me semble possible et suffisant. Et voilà le résultat que vous découvrez comme moi, mais vous avez certainement une meilleure vue que moi, je vais donc devoir m'avancer un petit peu pour lire les résultats, à moins que... Ah voilà, oui, ça va être plus facile. Alors 8% d'entre vous l'ont déjà utilisé, 18,8% en ont déjà entendu parler mais ne l'ont pas utilisé, et ne le connaissent pas, 23%, c'est déjà une courte majorité de gens qui ne connaissaient pas ce type de choses. Alors, on va passer là, peut-être maintenant, à une question un peu plus sérieuse que simplement. C'est dans quel secteur d'activité travaillez-vous? Alors, A, l'enseignement, B, les services publics, C, en entreprise, en PME, ou D, autres. Et c'est forcément 15 secondes, monsieur Leroy. Ah. Oui. D'accord, oui, oui.
Alors visiblement, la plupart d'entre vous, en tout cas, viennent du milieu de l'enseignement, ensuite les services publics, ensuite autres, et puis enfin viennent du monde de l'entreprise et des PME. Bon, fort de ceci, on va garder ceci à l'esprit et on va commencer par le commencement, bien évidemment, c'est essayer avant toute chose de définir ce qu'est un ENT, ce qu'est un environnement numérique de travail. Alors, je vais demander à chacun des participants, en commençant peut-être par Madame von Ostayen, de définir brièvement sa perception personnelle de l'environnement numérique de travail, Madame von Ostayen. Bien, pour moi, c'est, je dirais, la possibilité d'accéder de partout à l'information et certainement de façon sécurisée, en tout cas du point de vue de l'entreprise. Bon, très bien. Vous pouvez passer le micro, effectivement, à votre voisin. Alors je compléterai, loin, oui. je compléterai ceci en répétant ce que je dis ce matin. Je suis d'accord sur ce qui a été dit, mais ce qui est fondamental en termes d'usage, c'est une information, c'est que la personne étant identifiée, le premier objectif de cette identification, c'est de définir un profil qui permet, en fonction de chaque personne, de lui donner des informations qui lui correspondent. C'est donc d'une personne à l'autre, le profil varie. Donc, ce qu'on présente varie. C'est-à-dire autant de profils que de personnes, finalement. Non, mais en tout cas des grandes catégories. Idéalement, autant de profils que de personnes, mais des grandes catégories. Et c'est déjà assez compliqué comme ça. Monsieur Guelton, vous avez un micro devant vous, Monsieur Guelton. Hein, comme ça, on en laisse un par table, ce sera plus facile. Alors moi qui représente plus le monde, je dirais, des entreprises, je dirais que les impératifs sont les mêmes dans ce monde-là. Des aspects de sécurité et des aspects de pertinence de l'information par rapport aux divers départements qui sont présents dans l'entreprise. Juste pour que l'on comprenne bien, M. Guelton, vous êtes plutôt fournisseur, plutôt utilisateur, les deux? Voilà, nous sommes une société d'ingénierie informatique et donc nous mettons nos services à disposition des écoles et je vais dire du public pour la mise en place d'infrastructures informatiques sécurisées, etc. Merci. Eh bien, moi, évidemment, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'il me semble que l'un des intérêts de ce type d'environnement, c'est aussi de veiller à la maîtrise des coûts et d'augmenter la rapidité d'accès à l'information, notamment. Ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on tombe souvent sur des paradoxes où la volonté d'augmenter l'un des paramètres aboutit à réduire un autre dans son efficacité. Donc il y a, au-delà simplement de l'exécution du travail dans un environnement éventuellement nouveau pour un certain nombre de personnes, il y a bien un aspect de gestion économique. Absolument, voilà. Oui, moi je pense que c'est incontournable. Monsieur Lambiotte? Oui, alors évidemment, comme je proviens des services publics et qui plus est des pouvoirs locaux, comme ces administrations-là ont énormément d'activités, pour nous, je vois plutôt cet aspect comme une couche de logiciel horizontal qui permet d'assurer une certaine coordination entre pas mal d'applications verticales qui ne se parlaient pas auparavant. Que ce soit la gestion des ressources humaines, par exemple, la gestion des agendas, etc. Et donc, on va effectivement pouvoir mieux coordonner en tout cas ces applications pour présenter à l'utilisateur quelque chose de cohérent et surtout qu'il y ait des relations entre différents services de l'administration plus faciles par rapport aux outils précédents. Donc une certaine transversalité dans la circulation de l'information. Oui, tout à fait. Qui n'existait pas par le passé, enfin sans commencer le débat maintenant, mais en de manière pas efficiente en tout cas. Oui, c'est une manière de réguler un peu ça et de trouver une solution à cette disproportion. En fait. D'accord. Enfin, Monsieur Béard. Mais personnellement, je dirais que c'est un outil d'exercice de l'autonomie. Et dans l'enseignement, je crois que c'est un aspect qui doit également être approché. Exercice d'autonomie et de liberté de travail. Il a été dit que c'était une gestion du temps et des lieux de travail. Un autre élément qui était plutôt dans mon esprit également, c'était, et ça a été dit ce matin, c'est un outil de structuration d'une institution. L'objectif peut être d'avoir un souci d'appartenance et d'être en communication avec l'alma mater, et ça peut être utile.
Donc une fonction d'apprentissage aussi que vous ajoutez à ce qui a été dit jusque-là. Merci à tous. J'ai oublié de vous le présenter tout à l'heure et je lui demande de bien vouloir m'excuser. À l'issue de ce débat, c'est Monsieur Paul Van Binst qui fera la synthèse du débat. Pardonnez-moi, j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure. Monsieur Van Binst qui est... professeur ordinaire, oh si la photo y était, mon Dieu, c'est professeur ordinaire à la faculté des sciences et directeur du service télématique et communication à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Alors je vais à nouveau recourir à votre doigté puisque, vous le voyez, je vais vous demander à présent si vous disposez aujourd'hui, d'ores et déjà, d'un environnement numérique de travail dans votre milieu professionnel. Il y a un silence religieux pendant que vous appuyez sur ce bouton, on se croirait dans une salle d'examen ici. Vous faites quand même déjà partie des privilégiés, enfin privilégiés, ça c'est un jugement de valeur de ma part, mais je pense qu'effectivement, je ne vois pas bien le chiffre, d'à peu près 32%, c'est cela, à disposer d'ores et déjà d'un outil et d'un ENT dans votre milieu de travail, c'est pas mal quand même, je ne sais pas, peut-être un commentaire rien que sur les chiffres, l'un d'entre vous, c'est une moyenne habituellement, que l'on rencontre habituellement, ça vous surprend ça? Vous qui en fournissez, M. Guelton, hein? Ben, je dirais que dans les environnements qu'on rencontre, oui, il y en a, mais qui sont partiels par rapport à leur implémentation, par rapport à tous les critères qu'on a énoncés précédemment. Donc on trouve effectivement de l'horizontalité, par exemple, de la transversalité, de l'autonomie des gens, mais pas nécessairement de la sécurité et de la personnalisation des informations. Enfin, sur ce chiffre qui n'a pas de valeur statistique, bien sûr, enfin, un tiers des personnes ici présentes ont apparemment un environnement numérique de travail. Ça vous paraît peu, beaucoup? Ça me paraît raisonnable. Ça me paraît refléter les valeurs qu'on peut voir sur le terrain. Oui. Monsieur Béard, peut-être parce que, comme la plupart des gens qui sont là viennent plutôt de l'environnement du monde éducatif, un tiers des personnes qui ont déjà un ENT, c'est pas mal, non? Oui, je dois dire que dans l'enseignement, et surtout dans l'enseignement supérieur et universitaire, c'est quand même un outil qui s'installe. Et donc, je crois qu'on peut dire que beaucoup le connaissent. Maintenant, comme M. Eppelboin l'avait dit ce matin, est-ce que tout le monde en est content? Est-ce que ça marche bien? C'est peut-être un autre problème. On va y venir. Mais je voudrais quand même attirer l'attention que statistiquement, ça ne fait pas 100, mais c'est parce que, en fait, on n'a pas tenu compte du nombre exact d'appareils distribués. Et donc, si vous faites le total, une simple règle de 3 que mentalement tout le monde peut faire, peut retrouver le chiffre exact des proportions. Enfin, il y a plus de verts pour cette question, peut-on dire. Oui, je ne vais pas faire le calcul, hein, je vous le dis tout de suite, donc on va s'en garder aux couleurs en ce qui me concerne. Donc, comment? Je vais commencer par vous, Monsieur Eppelboin. Est-ce qu'il y avait des besoins identifiés au sein de votre institution auxquels répondait un ENT lorsqu'on l'a effectivement implanté, et quels étaient ces besoins? Il y avait un premier besoin qui est apparu en premier, c'est que nous avions déjà un certain nombre de services qui demandaient aux étudiants comme au personnel de s'identifier, de se réidentifier N fois. Donc, être obligé de passer d'un service à l'autre en s'identifiant plusieurs fois, c'était déjà le premier objectif, c'était d'obtenir une identification unique. Et ça, ce n'est pas la partie la plus difficile, tant qu'on reste à ce niveau-là. Et je dirais qu'à mon avis, en France, dans les universités, l'immense majorité, je ne vais pas donner de chiffres, ont atteint ce but, l'identification unique. Là où ça se corse, c'est ce que j'ai déjà dit ce matin, c'est quand on va introduire d'abord des services nouveaux et nombreux,
et enfin quand on veut commencer à profiler ces services. Madame Van Oosteyen, vous, dans le monde de l'entreprise, est-ce que vous donneriez une réponse analogue? Est-ce que effectivement les besoins étaient bien identifiés au sein de votre entreprise? Je crois que les besoins ont plutôt tendance à croître, certainement. Donc nous avons quand même au niveau d'une entreprise comme la Sonaca un grand nombre de services que nous fournissons au niveau de l'informatique. Et la demande d'accéder à ces services de par l'extérieur est de plus en plus importante. Pour vous donner une idée, nous avons à peu près, je dirais, la moitié des employés de Sonaca qui ont accès au système d'information de Sonaca. Et sur à peu près 1 millier d'utilisateurs, je dirais un peu plus d'une personne sur 10 accède à ce système de par l'extérieur. Et il est clair, pour revenir sur ce que disait monsieur, que la définition du profil est vraiment essentielle. Et je dirais que pour bien faire, peut-être un peu contrairement à ce que disait monsieur, nous, on est convaincus qu'il faut arriver à limiter le nombre de profils à tout prix. Parce que ça devient, si on a presque autant de profils que d'utilisateurs, ça devient tout à fait ingérable. Et ça, ce n'est pas le plus facile de définir clairement les profils. C'est une question, on touche à l'organisation aussi, et c'est très, je dirais, assez difficile à définir le plus correctement possible. On va y venir un peu plus tard, mais sur ces besoins qui étaient identifiés, Madame Van Oosteyen, est-ce que vous pouvez en faire un peu le sommaire, un peu brièvement, de quelle nature étaient ces besoins au départ? Même si évidemment ils croissent, et j'imagine aussi qu'ils se multiplient dans le sens où ils se différencient aussi aujourd'hui. Tout à fait. Dans notre cas, je dirais les besoins d'accès externe sont tout à fait diversifiés puisque nous sommes une usine de production. Donc c'est clair que le panel d'accès qui est demandé est vraiment très très large. Mais il y a des accès aujourd'hui qu'on ne peut pas se permettre de donner pour des raisons de sécurité. Bien sûr, j'imagine. Monsieur Lambiotte, dans les services publics, ces besoins étaient là clairement identifiés aussi au départ? Ou bien c'est venu de manière un peu empirique peut-être? Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est venu de manière empirique. Il faut savoir que dans les pouvoirs locaux, il y a très peu d'intérêt politique pour ce type de projet. Et donc, on a dû s'associer à plusieurs villes et aider l'Union des villes. On essaye de tirer un peu l'infrastructure vers le haut, en tout cas des petites villes, parce que la plupart des communes wallonnes, c'est 10, 15 000 habitants, donc avec une infrastructure assez légère, pas d'informaticiens. Et donc, on a dû effectivement un peu collecter tous ces besoins qui sont maintenant surtout de nature de gestion de processus, en fait, et surtout de gestion documentaire. Ça veut dire que vous avez toute l'administration, la fonction d'administration, avec toute la gestion des documents, le courrier entrant, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec, comment on va l'archiver, etc. Et ces environnements-là sont aussi venus par ce biais-là, besoin d'archiver, besoin de retrouver l'information plus facilement, plutôt que descendre dans la salle des archives systématiquement. Et donc on est en train, en fait, tout doucement de mettre ça au point, en aidant, je veux dire que les grandes villes aident aussi les petites villes, parce que ça coûte très cher, ce type d'environnement. Et comme je dis tantôt, il n'y a pas non plus de cohérence avec ces différents outils qui ont été historiquement achetés par l'administration. Et donc voilà, oui, c'est tout un faisceau de caractéristiques. En fait. Puisque vous en parlez, vous dites c'est très cher, on peut avoir un ordre de grandeur des investissements réalisés, tout en sachant que vous avez dû vous grouper, j'entends bien. Oui, c'est ça. Donc on a développé une application de gestion de conseil communal avec des tableaux de bord et effectivement des profils pour chaque utilisateur en fonction de ce qu'il fait. Le coût total est à peu près d'une centaine de milliers d'euros. Pour vous dire un peu pour un environnement... Pour la création de cette application-là, oui, qu'on intègre dans un environnement qu'on appelle un CMS, un outil de gestion de contenu, qui lui est gratuit. Mais cette application-là, le développement a coûté 100 000 euros pour une problématique, somme toute, assez précise. Et donc, on est en train de développer maintenant d'autres outils. Et donc, chaque fois, effectivement, il y a un coût derrière qui est à peu près du même ordre. Et donc, des petites communes avec un faible budget ne peuvent pas se permettre ce genre d'investissement, c'est clair. Donc, il y a intérêt à se grouper. Oui, monsieur Lambiotte. Moi, je voulais ajouter, chez nous, au niveau de la province, les besoins étaient clairement identifiés. Ils visaient surtout à pouvoir réunir un accès à des banques de données très différentes, situées à des endroits très différents, et à pouvoir reconstituer des requêtes sur toutes ces différentes banques de données pour les unifier. Mais j'entends aussi gestion documentaire. Nous avons aussi beaucoup utilisé l'ENT pour communiquer au plus serré avec les différents agents provinciaux, etc. Et contrairement à ce que disait mon voisin de droite, chez nous, il y a un intérêt des autorités politiques
très très fort sur cet aspect. Néanmoins, je pense qu'il convient de dire que même si l'intérêt existe, même si on y met les moyens, je crois qu'il faudrait un jour se poser véritablement la question de la rentabilité de la chose et de l'utilisation maximale de toutes les possibilités qui sont ainsi mises à disposition. J'ai un peu le sentiment parfois qu'on nous offre une Ferrari avec laquelle on roule comme une 2 chevaux. Par méconnaissance, ou bien alors une dérive courante chez nous, c'est l'espèce de phobie sécuritaire, je dirais. Il y a parfois des parties de sites qui existent chez nous qui sont loin d'être un site comme celui de la Maison Blanche, et il faut quasiment montrer 20 fois plaque blanche avant d'aller chercher une réponse, une information qui, à la limite, se trouve déjà sur le trottoir au moment où on va la retrouver. Oui, je réfère une remarque. Il faut dissocier l'aspect identification de l'aspect sécurité. Parce que dans notre NT, nous avons un certain nombre de services qui sont offerts aux utilisateurs qui en réalité sont des services publics ouverts à tout le monde. Mais simplement pour que les gens le retrouvent dans le bon contexte, on leur met quand ils sont identifiés. Je vais vous donner 2 exemples. Dans la page où la personne va trouver l'accès à son courrier électronique, à sa boîte de courrier, il trouve l'accès à l'annuaire. L'annuaire est public, mais on l'a mis là par commodité, parce que si on cherche à envoyer un message à quelqu'un, il faut connaître son adresse. Donc on va chercher, par exemple, l'adresse. Dans la page des bibliothèques, on va mettre aussi l'accès à la base de données qui permet de savoir quels sont les cours de l'université qui sont en ligne. Pas qui donne l'accès à ces cours, mais qui donne la liste qui permet de les retrouver thématiquement. C'est une base de données qui est publique, vous pouvez la consulter par son interface directement. Mais nous pensons que quand on recherche un document, il faut le trouver là. Donc faites bien attention que ça peut servir pour la sécurité. L'accès à des boîtes de données confidentielles, la e-scolarité pour nous, c'est tout à fait le cas. Mais vous pouvez trouver à côté une information publique parce qu'il y a une cohérence à la mettre avec. Madame Van Astayen, simplement pour avoir un ordre de grandeur aussi, dans une entreprise comme la Sonaca, qu'est-ce que ça représentait comme investissement, si tant est que ce ne soit pas un secret industriel? Mais écoutez, ça je dois dire en termes de chiffres, c'est un projet, enfin tout ce qui est accessibilité au système informatique, qui est un projet qui est mené depuis de longues années, donc je ne saurais pas vous donner de chiffres du coût total. Quand vous dites de nombreuses années, par exemple, c'est combien de temps? C'est 10 ans ou... Non, je dirais certainement depuis 2001, 2002, où nous avons vraiment dû développer l'accès au système informatique. Mais ça va de tout type d'accès, on accède aussi bien à des systèmes SAP qu'à des systèmes je dirais pour faire de la télémaintenance, à des systèmes de contrôle de machines industrielles et ce genre de choses, donc c'est très très diversifié comme type d'accès. Et en 7 ou 8 ans, quelle a été l'évolution, je dirais, de l'environnement de l'ENT chez vous? C'était, je ne sais pas, il s'est accru, il s'est fait x5, x10 est-ce que c'est exponentiel comme croissance ou bien Je dirais que les demandes maintenant deviennent beaucoup plus importantes. Et les réponses? Réellement. Je dirais qu'il y a encore certaines réponses que l'on a parfois du mal à donner. Je vais citer bêtement le cas du travailleur qui se déplace, puisque nous sommes quand même une société internationale, donc qui se déplace au Brésil. Eh bien, dans l'avion, il est clair que nous avons des limites d'accès à l'information. Et pourtant, les gens sont encore demandeurs. Donc, je dirais les gens souhaitent même partir parfois avec l'information et avoir une forme de synchronisation quand ils retournent sur, je dirais, un accès au réseau. Monsieur Guilton, puisque je dirais que vous êtes un peu fournisseur, hein, bon, je ne sais pas si vous le prenez bien ou pas, mais c'est comme ça que moi je le vis. Est-ce que les besoins sont très différents selon les secteurs d'activité, selon que ce soit des services publics, selon que ce soit le monde de l'enseignement ou selon que ce soit le secteur privé? Je dirais il y a 2 subdivisions. Il y a en effet cet axe qui prend en compte les différents métiers, donc le public, l'enseignement et le privé, et il y a aussi la taille des entreprises. Les environnements qu'on va trouver sont très différents en fonction de la taille des entreprises. Les petites PME, par exemple, ne se soucient pas de certains aspects qu'on a évoqués en termes de sécurité, en termes d'accès, ce qu'on appelle single sign-on, donc pour l'identification unique. Quand on passe dans des environnements comme chez Madame, évidemment, c'est quelque chose qui devient plus crucial, puisqu'on va devoir donner une certaine autonomie aux gens. Concernant, je vais dire, les autres marchés, tout dépend aussi de la taille. On va trouver des impératifs dans les écoles sur l'infrastructure, notamment en termes de gestion, par exemple, plus au niveau de l'infrastructure, par exemple, qui a accès à l'Internet, à quelle page peut-on accéder, quels sont les quotas d'impression chez les élèves. On va trouver finalement des spécifications qui sont beaucoup plus précises dans les milieux scolaires.
Justement, M. Béard, peut-être, est-ce qu'il y a des besoins tout à fait clairement, spécifiquement identifiés pour le monde de l'enseignement? Mais je dirais d'abord que le besoin de créer cet environnement numérique concerté et organisé est venu dans l'enseignement souvent par les initiatives individuelles et un peu disparates, suivant les secteurs de formation. Le pédagogique, par exemple, voulait développer une pédagogie assistée, e-learning. Le secteur économique voyait cet outil beaucoup plus comme un moyen de communication et, je vais dire, plus chiffré, plus comptable. Et les ingénieurs, eux, plutôt comme un outil technique pour pouvoir communiquer facilement avec ses professeurs et ses collègues, peut-être pour chatter aussi un peu et pour craquer le système. C'était un jeu aussi. Donc il fallait absolument créer un environnement qui soit structuré et, comme je le disais tout à l'heure, qui donne un esprit d'établissement. C'était important. Alors, il y a des ressources importantes aussi qu'on doit pouvoir banaliser et faire connaître. Donc, des bases de données, des outils de travail, et qu'on puisse le faire à domicile. Alors, je crois que le besoin s'est créé lorsque l'on a essayé d'uniformiser tout ça, de coordonner tout ça, et le besoin s'est créé quand l'outil s'est installé. Parce que tout le monde n'est pas conscient, finalement, de la réalité de l'outil. Et je crois que ça fait partie de la formation. Donc, le besoin pour moi, c'est aussi de dire que quand un étudiant est diplômé, il va rentrer justement peut-être à la Sonaca, utiliser là un outil dont il doit avoir pris un peu l'habitude. Il ne sera peut-être pas hyper performant, mais il a au moins pris l'habitude, il sait ce que c'est. Et c'est important, je crois, dans l'enseignement. Juste sur l'e-learning dont vous parlez, c'est un axe qui se développe suffisamment vite? Ça dépend. Personnellement, je voudrais que ça soit beaucoup plus vite, mais comme M. Appelpoint l'a dit tout à l'heure, c'est un besoin de ressources humaines très important. Et je dois dire, et là je rejoins M. Brown quand même, la province de Hainaut en tout cas, fait un effort de ce point de vue-là. Ici, elle met à disposition, dans le cadre de la région de Charleroi, 5 personnes qui peuvent travailler à différents niveaux sur le sujet, spécifiquement. Mais nous essayons ici sur la province maintenant aussi de travailler en réseau. En réseau, les 3 hautes écoles de la province, et aussi avec notre partenaire d'aujourd'hui, HEH, la Haute École de la Communauté Française à Mons. Parce que là, on peut peut-être mettre des ressources humaines ensemble pour travailler sur un outil commun, qu'est le campus numérique. Oui, M. Brown, allez-y. Vous voyez, à propos du e-learning, vous dire que nous avons à l'Institut provincial de formation une expérience en matière de e-learning. Et on constate que c'est une expérience qui se développe très très vite. On double quasiment annuellement le nombre d'utilisateurs. À partir du moment où l'environnement informatique a tendance à se démythifier de plus en plus vite, le recours au e-learning s'avère de plus en plus accessible à tous. Mais il y a aussi derrière cela, c'est peut-être ça qui nous distingue, c'est que nous, ce que nous faisons, c'est de la formation en cours de carrière. Et donc là se pose tout le problème de la gestion du temps, la gestion des distances, etc., et de l'autonomie la plus grande possible aux apprenants, ce qui n'est peut-être pas le cas pour des étudiants qui se retrouvent dans un système, je veux dire, classique d'enseignement. Mais un élément qui apparaît comme capital chez nous, je ne veux pas dire par là qu'il ne faut pas l'introduire dans l'enseignement traditionnel, mais un élément qui s'avère capital chez nous, c'est qu'à travers ce type d'environnement, au-delà de la seule construction de compétences nouvelles auprès des apprenants, on développe toute une série de compétences transversales et aussi une aptitude au partage de l'information, à la recherche d'informations, à la validation d'informations. Donc, à vrai dire, lorsque nous nous sommes lancés dans l'expérience, on a découvert en cours de route toute une série de bénéfices qui, il faut bien vous l'avouer, n'étaient pas du tout attendus initialement et que l'on a accumulés et constatés en cours de route. Et là, c'est, je pense,
une plus-value Voilà. très considérable. C'est plutôt une bonne nouvelle. Monsieur Eppelbaum, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, le terme e-learning est un terme que je n'emploie plus parce qu'il est trop vague. Je préfère le terme blended learning qui est utilisé de plus ou bien carrément formation à distance. Et effectivement, vous avez raison, il y a deux catégories qu'il faut vraiment distinguer. La formation professionnelle ou la formation au cours de la vie, pour laquelle le recours à une formation qui est quasiment ou purement à distance avec tous les meilleurs moyens et toutes les possibilités d'interaction, c'est là-dessus que nous portons nos efforts en ce moment, est vraiment un outil privilégié. Et puis tous les aspects de complément par rapport au présentiel qui existent pour les étudiants en formation initiale. Et donc le spectre est extrêmement large. Et si on veut balayer tout le spectre de cette façon-là, moi je dirais que chez nous, je ne connais plus d'enseignement qui ne se fasse pas en e-learning parce qu'il y a forcément des documents au minimum en ligne par les professeurs. Mais ça, c'est le minimum. Et quant à aller jusqu'à l'enseignement complètement à distance, chez nous, et je crois que c'était reconnu aussi chez les Américains, j'en suis même sûr, ça ne marche vraiment que pour la formation au cours de la vie. Je trouve que c'est une vision un peu minimaliste du e-learning que de dire s'il y a des documents en ligne, c'est du e-learning. Derrière tout ça, il y a quand même une analyse pédagogique, etc. Et chez nous, nous faisons du blended learning. On sait que le e-learning seul n'est pas inefficace, mais un taux d'abandon énorme. Mais c'est pour ça que je préfère blended learning que e-learning, parce que n'importe qui l'emploie n'importe comment, y compris quand il se contente de mettre des documents. Donc, enseignement mixte, si vous préférez en français, me paraît un meilleur terme que e-learning, parce qu'il est vraiment très mal employé comme terme. Merci pour ces précisions. Je vais me retourner vers vous pour essayer de faire avancer un petit peu les débats. J'ai déjà une réponse partielle à la prochaine question qui était disposez-vous d'un ordinateur portable privé? Mais nous n'avons pas la même, non? Enfin, de toute façon, là, j'avais une réponse très partielle puisque j'en vois un, donc c'est déjà ça. Mais c'est pas grave, on peut avancer sur votre configuration, hein, si vous voulez. Voilà, alors disposez-vous d'une connexion Internet rapide à votre domicile? A, B. Oui ou non? Oui. J'ai mélangé les feuilles ou quoi? C'est forcément vous qui avez raison. Mais... Bon. Le graphique, effectivement, parle de lui-même. Une grande majorité dispose effectivement d'une connexion Internet rapide. Question suivante. Quel est votre usage principal de l'Internet? Alors là, il y a 6 possibilités de réponse. Hein. Donc, est-ce que tout le monde peut lire dans le fond? La chance, bons yeux. Alors, deux grandes tendances. D'abord, pour votre travail ou pour votre formation et pour rechercher des informations. Et je ne m'attaquerai pas aux chiffres, puisqu'il faut les multiplier par 2. Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous peut-être veut commenter ces chiffres? Visiblement, avec la part de dissimulation propre à chaque individu, ça ne doit pas être tout à fait vrai, mais enfin on peut parler quand même que c'est majoritairement vrai et c'est normal. Donc, comment? Oui. Monsieur Eppelbaum, oui. Moi, je n'aurais pas pu répondre à ça, parce que je vais dire que je l'utilise pour mon travail et pour communiquer. Alors, comment je fais? Je veux dire que pour moi, ce graphique est biaisé. Il est biaisé, vous dites? Oh. Enfin, il est quand même peut être révélateur sur la quantité, effectivement, de temps passé sur Internet pour travailler principalement, apparemment, M. Béard, oui. Mais je crois quand même ce qui est rassurant, c'est que ça semble un peu cohérent avec une question précédente où on a vu qu'il y avait principalement des personnes de l'enseignement.
Et donc, c'est Effectivement. rassurant, il travaille. Madame Van Oostayen, est-ce que dans le cadre de l'ENT à la Sonaca, vous mettez à disposition un intranet collaboratif Oui, nous avons un intranet, tout à fait. et dont l'usage principal ou majeur Mais c'est consiste de à... diffuser de l'information au sein de l'entreprise avant tout. Ce n'est pas réellement un portal, donc ce n'est pas, je dirais, un moyen d'accéder à tous les services fournis par le système d'information, mais certainement de diffusion d'informations au sein de l'entreprise. Je retiens que l'ENT chez vous a été installé il y a 7 ou 8 ans, ou dans cet ordre de grandeur, non? Non, bien plus que cela. Je parce disais que vous les m'avez dit 2001 demandes tout en à l'heure. mobilité. Les demandes en mobilité, sinon le système d'information D'accord. est vieux de plus de 12 ans. Est-ce que vos collaborateurs se sont servis rapidement ou se servent aujourd'hui totalement de ces systèmes d'intranet et ne recourent plus aux autres moyens de communication entre eux? Non, je dirais que oui, clairement, les utilisateurs sont tout à fait habitués à l'utilisation de ces outils, tout à fait. Peut-être moins dans la population de type ouvrière, sans être péjorative. Donc là, il y a un accompagnement qui est plus prévu au niveau de certaines formations. Mais je dirais que c'est des choses qui sont prises en compte dans l'accompagnement de l'utilisateur. C'est devenu le seul moyen de communication au sein de l'entreprise ou... Non, je dirais non. Bien sûr, il y a toujours les valves Oui. traditionnelles. Ça, c'est indispensable parce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout accès même à un Ah, ordinateur. Hein, tout à fait. Bien sûr. Monsieur Eppelboin, la même question. Est-ce que vous servez, est-ce qu'il y a un intranet collaboratif? Est-ce qu'il fonctionne à satisfaction, je dirais? Pour vous répondre complètement, il faudrait définir ce que c'est qu'un intranet collaboratif. Je vous écoute. Tel que Madame a répondu, je vais répondre oui, et depuis longtemps. Je veux dire, le courrier circule dans tous les sens dans l'entreprise, les listes de diffusion circulent. Maintenant, quant à la construction de documents de façon collaborative, en partageant des documents qu'on met au point dans les espaces, là, je dirais, on démarre. On a les outils, on commence à démarrer. Donc la collaboration pour construire des documents dans des espaces, non. Ceci dit, nous avons malgré tout le temps des documents attachés qui volent d'une personne à l'autre au moyen de la messagerie. Oui, la collaboration est loin. Il faut dire que nous, on est parti il y a très longtemps. Dans mon laboratoire, j'étais pionnier, mais le courrier électronique était institué pour tout le monde en 87. Le web était installé en 93, tout juste au début. Donc on a une lourde Pas mal, expérience. oui, effectivement. Oui. Dans les services publics, Monsieur Braun? L'intranet, évidemment, chez nous existe. Il est même, sans doute, à certains moments, exagérément utilisé, parce qu'il faut aussi se poser la question de la bonne mesure en la matière. En ce qui concerne le collaboratif, je dirais, à part une expérience que l'on fait en e-gov, où il y a toute une série d'informations qui sont partagées et construites concomitamment, au niveau du personnel, au niveau de la collaboration, on est très proche de zéro. Et je me pose même la question de savoir comment on pourrait lancer un intranet collaboratif avec 4300 collaborateurs en essayant de pouvoir quand même utiliser efficacement cette énergie, cette collaboration ainsi générée. L'intranet, oui, collaboratif, à part cette exception du e-gov dont je vous ai parlé, absolument pas. Ou aussi à part l'exception des plateformes e-learning où les gens sont amenés à élaborer des travaux ensemble. Mais là, on est dans un domaine très précis qui est celui de la formation. Au niveau de l'entreprise, collaboratif, presque zéro, quoi. Monsieur Béard? Mais je crois que dans l'enseignement, c'est un des éléments importants, le caractère collaboratif. Maintenant, il doit se pratiquer par petites entités à l'intérieur de cet environnement. Puisqu'on peut dire qu'une classe peut essayer de mettre à profit une collaboration pour réaliser un projet, une autre aura un autre projet, et c'est une interaction collaborative entre un enseignant, une équipe d'enseignants et d'étudiants. De ce point de vue-là, effectivement, c'est l'environnement numérique de travail qui doit jouer ce rôle. Et c'est de ce point de vue-là qu'est toute la problématique de l'identification et du profil des personnes qui doivent collaborer ensemble. Vouloir faire en sorte que toute l'université du travail collabore ensemble n'a pas de sens. Par contre, que les entités qui
naturellement se rencontrent dans le présentiel puissent continuer à avoir une collaboration à distance en tout temps et en tout lieu, ça peut être un objectif à atteindre. On en est encore loin, évidemment. Je vais vous poser, pardonnez-moi, une question profane. Vous dites ça n'a pas de sens à l'échelle de toute l'université parce que c'est trop grand, parce qu'il y a trop de monde? Oui, et puis il y a des caractères d'enseignement très différents. Nous avons de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement de promotion sociale, de la formation continuée, des formations à caractère très différents. Et donc, on ne va pas mettre ensemble ceux qui veulent collaborer pour établir un texte, une traduction en langue, ou bien d'autres qui doivent mettre au point, je ne sais pas moi, un projet en aéronautique. Il faut mettre les mêmes personnes ensemble. D'accord. Et là, l'objectif de l'environnement numérique de travail. Mais ce qui est un défi, c'est qu'à la base, c'est le même outil qui est centralisé, contrôlé par une équipe de spécialistes. Et ça doit être transparent pour des groupes de personnes qui veulent collaborer ensemble. Ils ne savent pas que finalement, c'est le même outil qu'un autre groupe peut utiliser et pour lui, c'est totalement transparent. Monsieur Guelton, à quel besoin peut répondre un intranet collaboratif, ou bien il n'y a pas de limite? Techniquement, il y a, je vais dire, les besoins de base, donc évidemment l'échange de messages, les annonces. Il y a également tout ce qui est calendrier partagé. Ce sont quand même des choses qui sont très en vogue. Le partage de tâches, c'est des choses qui peuvent se faire aussi. Et puis le partage de l'information dans des espaces où, comme on les a appelés, dans des espaces de collaboration, où on est sûr de l'unicité d'un document et où les personnes vont pouvoir travailler sur un unique document. On est sûr de sa référence. Par exemple, dans un système de qualité, il est super important de toujours travailler sur le même document et de ne pas s'échanger des copies par email, etc. Dans les ENT que vous connaissez, quelle proportion met à disposition un intranet collaboratif? Je sais pas, c'est la moitié ou bien c'est 90%, 90%, je sais pas. Alors dans les PME de la région, du Hainaut ou de la région dans laquelle on se trouve, je crois qu'il y a une nouvelle génération de dirigeants d'entreprise qui arrive avec déjà dans la tête, je veux dire, cette organisation. Parce qu'on a vu finalement que la mise en place de vos ENT, de votre ENT plutôt, était fort liée au processus interne de l'entreprise. Il y a un peu la démarche inverse dans les nouvelles sociétés où on se dit on va capitaliser sur l'expérience existante des systèmes ENT déjà existants. On cherche un modèle qu'on essaie d'appliquer. Voilà, et on va essayer d'adapter les processus de l'entreprise à ces modèles déjà existants pour ne pas perdre de temps. Donc la démarche est un peu inverse. Maintenant, dans le domaine public et notamment les petites communes que je connais particulièrement bien, il faut vraiment qu'il y ait des initiatives quasi personnelles, et on en a déjà parlé tantôt, où c'est des échevins qui viennent plutôt du monde privé, qui apportent des méthodes privées finalement dans l'administration. Bien, alors, la question que je vous posais tout à l'heure, à laquelle vous n'avez pas voulu répondre, je vous la repose à présent, c'est disposez-vous d'un ordinateur portable privé? Alors A, à usage privé exclusif, à usage mixte, avec une connexion à l'entreprise, ou bien ne disposez-vous pas d'un ordinateur portable privé? Donc clairement, effectivement, la majorité des présents ici disposent d'un ordinateur portable. L'usage, en revanche, c'est assez partagé entre privé et le mixte avec une connexion professionnelle. Un commentaire, madame, messieurs? Tout d'abord, je pense qu'à domicile, il n'est pas indispensable qu'il soit portable. Ce qui explique peut-être la colonne C. Mais pour embrayer, je crois que c'est dans la même logique que ce qui a été dit auparavant. Moi, je me pose la question, vraiment, du point d'équilibre qu'il y a entre l'utilisation d'un tel environnement
et des coûts qu'ils génèrent, et le surcoût et la surutilisation, voire même une espèce de tyrannie dictatoriale qui imposerait l'utilisation de ces documents. Quand on parle d'informations balisées, traitées, gérées, d'accès à des sources uniques, etc., sur le plan éthique, ça me questionne. Je ne sais pas si ça va peut-être revenir plus tard dans le débat, mais c'est un élément auquel je pense qu'il faut être attentif. Idem pour l'ordinateur. On peut vivre très heureux à la maison sans PC. Et je pense que c'est pas... si on veut se couper de temps en temps de la vie professionnelle, il vaut peut-être mieux de ne pas en avoir chez soi. C'est comme cette fameuse anecdote avec les BlackBerry. Moi, quand je vais en réunion, il y a des tas de gens avec qui je ne peux plus parler. Ils sont à une réunion, mais en fait, ils ne sont pas là. Ils sont virtuellement là, et ils sont en communication réelle avec un moyen virtuel qui s'appelle le BlackBerry. Je me pose la question de que devient l'être humain là-dedans. Vous avez des doutes, en tout cas, des interrogations. Il y avait une question corollaire à celle-là qui était « Disposez-vous d'un ordinateur portable professionnel ?» Cette fois-ci, donc pas privé, mais bien professionnel. Si oui, est-ce qu'il est en connexion avec l'entreprise exclusivement? Est-ce qu'il est sans limitation d'usage? Ou bien vous ne disposez pas d'un ordinateur portable, je dis bien professionnel? Je fais la distinction par rapport à la question précédente. La tendance est sérieusement inversée par rapport à la question précédente. Effectivement, si vous disposez bien d'ordinateurs privés, c'est moins le cas pour ce qui est des ordinateurs professionnels. Est-ce que, M. Hébéard, il faut donner un accès distant à partir du domicile, donc par exemple, ou même ailleurs, à la plateforme de l'entreprise ou de l'institution? Vous me direz, ça dépend à qui peut-être, oui. Je crois qu'à partir du moment où on fait partie de l'environnement numérique de travail, on doit pouvoir travailler de son domicile ou d'ailleurs. Donc, je répète toujours, en tout temps et en tout lieu. C'est une gestion de sa propre liberté. C'est gérer son propre temps. C'est ça l'apprentissage. Et d'avoir accès à un moment donné, à de l'information qu'à un autre moment, les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu y avoir accès. Et le portable, en tout cas dans l'enseignement supérieur, je commencerai par là, me semble un outil, dans ce sens-là, indispensable. On ne se voit pas en tout temps, en tout lieu, avec un fixe... ni le BlackBerry ne suffira pas. Donc, je crois que le portable, et nous avons lancé ici au sein de l'Université du Travail des opérations qui essayaient de promouvoir, en tout cas, l'acquisition de portables à caractère professionnel, parce que c'est un outil, c'est le cartable numérique à côté de l'environnement numérique de travail. Monsieur Lambiotte, vous partagez ce point de vue? Dans l'administration, comme d'habitude, on est un peu à l'opposé. C'est un peu paradoxal, si je prends ma ville par exemple, donc les employés ne peuvent pas avoir accès à distance, malgré qu'il y a un extranet, donc il peut avoir un accès, mais c'est interdit par le collège. Par contre, on essaye de décider les membres du collège ou du conseil communal pour qu'ils aient effectivement un accès aux données, à certaines informations. Et donc, c'est très peu ouvert. Par contre, on a pas mal de demandes d'associations, donc du milieu associatif, de certains citoyens, pour qu'on leur ouvre un intranet. Pardon, je vous interromps, mais vous dites que c'est très peu ouvert, c'est simplement parce que c'est une décision politique? C'est ça. Donc, le système le permet, la technique est là, parce que... il y a eu l'apparition de la carte d'identité électronique qui permet effectivement de sécuriser tous ces accès. Bon, maintenant, je veux dire, on a la technologie qui permet effectivement d'assurer cette sécurité. Donc, ce n'est pas l'argument avancé par les politiques. Mais voilà, c'est une réticence parce qu'ils ne voient pas l'intérêt et qu'ils veulent, à mon avis, surtout contrôler les gens sur place plutôt qu'à distance. Ça, c'est une chose. Et effectivement, maintenant, on a ouvert un extranet. Il y a 800 inscrits
de la ville, c'est une ville de 27 000 habitants, pour avoir accès à un système d'agenda partagé, etc. Et là, ça marche. Et donc c'est vrai que, quelque part, les pouvoirs publics doivent mettre en place ce type d'infrastructure vis-à-vis de leurs citoyens, mais eux-mêmes l'utilisent assez timidement, en fait. C'est peut-être comme disait M. Braun, parce qu'il se pose des questions sur la place de l'homme et la place du temps de travail dans le temps de vie aussi. Voilà, peut-être simplement. Je crois que c'est assez terre à terre. C'est surtout un problème de contrôle, en fait. C'est vous qui le dites, hein. Madame Van Ostaayen, oui, Oui, à la Sonaca, alors, est-ce que... Mais je voudrais revenir sur ce que disait M. Béard à propos du cartable numérique, parce que, bon, on a parlé des avantages de toutes les solutions offertes par l'ENT, mais il y a quand même des choses à ne pas perdre de vue, c'est la problématique de perte de ce portable, donc de perte des données sur le portable, que ce soit par un vol ou par une panne technique. Et je dirais, c'est vrai qu'on peut aussi perdre un cartable traditionnel, mais jamais je pense qu'on ne peut stocker dans un cartable traditionnel la quantité d'informations que l'on peut avoir sur un portable. Et on vole moins les cartables traditionnels que je les pense qu'on portables, vole aussi moins les cartables, tout à fait. Mais le jour où on perd, je dirais, son ordinateur portable avec tout son contenu, il faut savoir que ça peut être une réelle catastrophe. Et il ne faut pas perdre ça de vue parce que les gens ne sont pas toujours conscients de cela. Oui, M. Béard, oui. Oui. Un petit élément pour rassurer quand même, c'est que si on utilise correctement l'environnement numérique de travail, ces données sont sauvegardées en un lieu sécurisé. C'est ce qu'on devrait faire, c'est ce qu'on ne fait pas souvent, je le reconnais, mais à la limite, c'est peut-être aussi sécurisant. Maintenant, il y a des systèmes de protection, mais une situation idéale n'existe pas. Mais il n'est pas rare qu'effectivement, un étudiant vienne se plaindre qu'il a perdu son travail de fin d'études parce qu'il était même sur son ordinateur fixe qui a craqué. Et donc, vous savez, il n'y a pas de solution à ce niveau-là. Donc, je ne dramatiserai pas. Je crois que c'est même plus sécurisant d'avoir un environnement numérique de travail où on a chacun sa zone, où on peut sauvegarder. Et là, c'est de la responsabilité de l'établissement que de s'assurer que les backups ils sont réellement bien faits. Oui, M. Braun. Je voudrais quand même, en matière d'enseignement, je suis moi-même professeur à l'université de Montseno en sciences de l'éducation. Je crois que, évidemment, je ne voudrais pas paraître pour le plus arriéré des arriérés ici à cette table ronde, mais il ne faut pas non plus benoîtement adhérer à toute cette technologie. Je vous donne un exemple assez simple. Si vous prenez des apprenants qui sont amenés à produire un texte écrit, on sait que c'est une activité qui nécessite une surcharge cognitive énorme, parce qu'on doit gérer un ensemble de tâches mentales très très variables. Si en plus on doit le faire en tapant sur un ordinateur, en mettant les grasses, les italiques, les majuscules, les paragraphes, etc., on ne fait qu'augmenter la surcharge cognitive. Donc moi je dis oui, c'est un bon outil, mais il n'y a pas que ça. Et moi, personnellement, lorsque j'écris des bouquins, etc., voilà mon portable. Celui-ci ne me demande pas une surcharge cognitive pour être utilisé. Hein, et il ne tombe jamais en panne, il ne craque pas, etc., etc. J'avais envie de vous poser une question. Oui, allez-y, M. Eppelbaum. Oui. Dans la majorité, pour revenir au portable, nous maintenant, dans leur immense majorité, nos étudiants, il faut distinguer les populations étudiantes et personnelles. Dans leur immense majorité, les étudiants maintenant achètent des portables. Et je crois que le taux d'équipement de portable de nos étudiants doit atteindre maintenant 65%. Mais ça n'est pas pour autant qu'ils l'amènent à l'université. D'abord parce qu'effectivement, à l'université, on peut très bien utiliser un crayon pour noter son cours, et ça, on va même plus vite, ça je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi d'autres considérations, comme la peur de se le faire voler, ou pas forcément dans l'université, dans le train, ou n'importe où. Donc il y a une réticence, et en fait, on en voit beaucoup moins que nous le voudrions qui utilisent le réseau Wi-Fi de l'université avec leur portable. En ce qui concerne le personnel, tout le monde n'a pas vocation à ce que l'université lui fournisse un ordinateur portable. Certaines personnes l'ont, parce que ce sont des personnes qui sont amenées d'abord à utiliser un ordinateur dans leur métier, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et à l'utiliser en différents lieux. Mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Et je dirais que si on arrive à un quart des personnes pour qui on fournit des ordinateurs portables, c'est vrai dans le cadre chercheur, on doit être à un quart, un tiers, pas plus. Dans le cadre des ingénieurs, ça doit être à peu près la même figure, mais ça s'effondre complètement dans les autres parties. Et c'est assez légitime, et je ne suis pas sûr que ces gens-là soient non plus très demandeurs.
J'avais envie de vous poser une Pour question. terminer, quant à la mise au point des documents, écoutez, on est pourtant de la même génération. J'ai écrit ma thèse avec une machine à écrire. Je suis très heureux maintenant d'utiliser un ordinateur et je considère que j'ai des textes plus aboutis parce que quand il est déjà au propre et que je m'aperçois quelque chose qui ne va pas, eh ben, ce n'est pas un problème que de modifier le texte alors qu'avant il était dactylographié, on allait pas refaire la page. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas à un moment donné passer par l'ordinateur. Mais je serais quand même étonné que vous soyez mis devant un fichier totalement vierge, sans jamais toucher un stylo, et que vous ayez ainsi caractère après caractère. Ben oui, c'est comme ça que je travaille. Vous voyez, je vais rentrer ce soir. J'ai un article à terminer pour le 15. Je vais le démarrer ce soir dans le train. Pour vous donner un exemple, nos amis québécois et même aux États-Unis ont mis au point des procédures qui vous permettent très facilement de détecter si un texte a été écrit, je dirais, de manière artisanale ou à l'ordinateur. Il y a toute une série d'erreurs qui sont tout à fait spécifiques à un texte rédigé par ordinateur. Je ne vais pas parler de moi, mais moi j'écris au crayon, comme l'a vu M. Leroy tout à l'heure, parce que c'est plus facile à effacer. Donc voilà, pour vous dire. Mais j'avais envie de vous poser une question qui n'est pas prévue dans le déroulement, c'était par rapport justement à cet accès distant, à partir notamment du domicile. Est-ce que pour ceux d'entre vous qui ont des collaborateurs, donc qui travaillent vraiment dans l'environnement de travail, est-ce qu'il y a quelque part, de la part des décideurs, un souhait d'accroître la productivité? Première question. La deuxième question, est-ce que vous l'observez, cet accroissement de productivité? Moi, je ne sais pas si j'ai une augmentation de productivité, mais il y a une plus grande liberté. Si quelqu'un me dit pour telle et telle raison, je vais rester chez moi aujourd'hui parce que j'attends le relevé de compteur, prenons un truc aussi banal que ça, eh bien, il y a des gens en qui j'ai confiance, ils ont leur ordinateur portable, je sais qu'ils vont travailler. Alors, ce n'est pas vrai pour tous les métiers. Hein. Si c'est un ingénieur qui doit travailler sur un microscope électronique, il n'est pas portable, il ne va pas le ramener chez lui. Mais il y a des métiers qui s'y prêtent, pas tous. Je crois qu'il faut envisager pour chaque métier la réelle valeur ajoutée qu'on a d'être disponible à 100%. Si c'est un ingénieur qui est responsable d'une usine de production et qui peut être alerté rapidement par un email ou par un SMS ou via un BlackBerry d'un système défaillant, ça peut permettre à l'usine de redémarrer plus rapidement. J'ai des commerciaux qui sont sur la route, évidemment, ils aiment bien être en contact permanent avec l'entreprise par le suivi d'offres qui ont été envoyées par leur sales support, par exemple. Donc ça, c'est des métiers qui s'y prêtent bien. Et à la Sonaca, Mme Anostayen? Je dirais clairement aussi à la Sonaca, c'est vrai qu'on a tendance pour une certaine catégorie d'employés à prolonger son temps de travail à la maison, clairement, mais je dirais que parfois ça conduit aussi à je dirais, des déviantes, hein, parce que c'est vrai que l'histoire du BlackBerry que l'on utilise en réunion, où on est connecté en permanence avec ses emails, je dirais fait que l'on perd un peu l'aspect relationnel, clairement, où on ne s'occupe plus des gens qui sont autour, on s'occupe de son device, quoi. Et je dirais on a une tendance à rester joignable de toutes les manières, 24 heures sur 24, ce qui fait que certaines choses ne sont plus relativisées par rapport à le fait de débrayer quand même de son travail, ce qui reste essentiel à un moment donné. Bon, on pourrait faire comme on faisait aux États-Unis au début des années 1900, hein, on laissait ses armes au vestiaire en entrant dans les salles. On peut imaginer qu'on fasse la même chose avec les BlackBerry, ça permettra de continuer peut-être à parler. Alors, la mise en œuvre du projet de l'environnement numérique de travail, et je me retourne vers vous, est-ce que vous avez été amené à participer à cette mise en œuvre, à des cellules de travail, par exemple, dans le cadre d'un projet ENT? Vous avez là 4 possibilités. Oui, de manière tout à fait intensive. B, occasionnellement. Pas du tout. Ou alors vous n'étiez pas, ou on ne vous a pas dit que vous étiez concerné. Une fois de plus, sans citer de chiffres, majoritairement, quand même, vous avez été amené à participer d'une manière ou d'une autre à l'installation des ENT. Pour vous qui êtes non seulement utilisateurs, mais qui pour certains ont été sans doute initiateurs des ENT dans votre environnement de travail, comment s'est construit cette ENT? Monsieur Béard, peut-être. D'abord, peut-être aussi situer peut-être un peu dans le temps. À quand ça remonte? Oh, mais ça remonte maintenant à 5-6 ans.
et je vais dire que ça remonte à un peu plus, sans doute, en fonction de ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'était un peu disparate. Il y avait des initiatives qui se prenaient selon les préoccupations des uns et des autres. Mais de façon plus structurée, ça a été mis en une réflexion à partir, je vais dire, de l'école d'ingénieurs principalement, parce qu'il y avait à ce niveau-là une curiosité technique. Et je crois qu'il y avait 3 aspects que nous avons abordés, et avec une implication différente des acteurs. L'aspect technique, comme on me le dit, et là, très rapidement, on a dû spécialiser l'une ou l'autre personne, et une de ces personnes, c'est M. Guy Leroy, qui se trouve parmi nous. Et un autre aspect, c'est le développement. Et là, c'est évidemment encore d'autres personnes. Ce sont des développeurs. Et là, il faut une beaucoup plus grande collaboration avec les utilisateurs. La technique, je vais dire qu'elle a été plutôt isolée parce que c'était son domaine et tout le monde n'y est pas vraiment compétent ni intéressé. On vient réclamer, on dit que ça ne marche pas, ça c'est sûr, mais au-delà de ça, on ne s'y intéresse pas. Par contre, au niveau du développement, là, on peut dire que le développement ne sait pas se faire sans les utilisateurs, ou en tout cas un certain nombre de bénévoles qui veulent participer à la réflexion. Et le troisième aspect, c'est, pour nous, dans l'enseignement, c'est les aspects pédagogiques. Et là, ça s'inverse. On peut dire que c'est essentiellement 90% des personnes de terrain qui s'intéressent aux aspects pédagogiques à développer, les outils pédagogiques à développer. Donc, ce n'est pas uniforme, ça dépend des aspects abordés. Et les 3 aspects doivent être abordés si on veut construire, je crois, un environnement numérique de travail. Voilà, je crois que... Mais au départ, l'évaluation des besoins s'est faite comment? En consultant largement les utilisateurs potentiels, ou est-ce que c'était plutôt de manière un peu plus empirique? Ça a été de façon plus empirique en fonction de l'observation des tendances. Comme je disais, il y avait déjà des initiatives et ça s'est fait de façon plutôt empirique et surtout en fonction des moyens que petit à petit on pouvait mettre en place. Donc ce n'était pas évident non plus, on ne pouvait pas développer un projet et dire bon mais ça va, on va pouvoir dépenser cette année-ci 100 000 €, allons-y. Non, c'était bien souvent en fonction du développement d'idées, d'essais que l'on voulait faire, que l'on faisait les investissements. Et maintenant, on est plutôt dans la phase où une bonne part des investissements sont faits et c'est plus l'implémentation, la mise en œuvre, l'activation, la formation, on en parlera peut-être, la formation des personnes. La formation, ça a été dit ce matin et qui est très importante aussi, ce sont les administratifs parce qu'il faut qu'ils interfèrent également avec cet outil. Et pour le moment, nous avons une équipe et c'est Madame Champagne notamment qui anime cette équipe de formation dans les différentes institutions. Monsieur Lambillot, dans les services communaux, ça s'est monté comment? Et puis ça remonte à quand aussi? Oui, évidemment, c'est en fonction de chaque administration communale, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a lancé un projet depuis juin 2005 qui s'appelle Commune Plone, qui consiste en fait c'est un projet bottom-up, donc ça veut dire que c'est un projet qui est vraiment né dans les villes, qui consiste à mettre en place des ENT, des CMS, etc., tout ce qui est gestion, site internet, gestion de contenu, etc. Et donc ce projet-là maintenant réunit une 70aine de villes dans le monde, parce qu'on a dépassé le stade de la région wallonne. Et certains pouvoirs publics, par exemple l'agenda du gouvernement wallon est réalisé avec nos logiciels. Et donc c'est un projet intéressant dans la mesure où on a réuni des acteurs de terrain, donc utilisateurs finaux, informaticiens
qui travaillent dans des administrations locales, mais également au niveau de la région wallonne, du gouvernement, etc. 2 pays différents. On s'est allié à des développeurs d'une communauté open source, parce qu'on travaille sur base de logiciels libres. Et donc on travaille aussi avec les gens qui ont fabriqué l'outil sur lequel on se repose pour ajouter cette couche logicielle qui va vraiment être axée administration. Et ce projet-là, maintenant, en 2008, on a quelques subsides de la région pour le faire. Continuer au niveau de sa coordination internationale. Et maintenant, on prend une ampleur de telle manière à ce que, par exemple, certains outils qui tournent dans l'ENT sont traduits maintenant en allemand, en italien, en néerlandais, par d'autres groupes qui essayent de reproduire ce schéma-là ailleurs. Est-ce que la concertation avec les utilisateurs potentiels s'est faite de manière optimale ? Ah oui, tout à fait. Oui, comme je vous ai dit, il est né de la base. Ce n'est pas quelque chose qui a été imposé, comme on le connaît souvent dans les pouvoirs locaux, où vous avez une imposition de la tutelle, d'un autre pouvoir. Vous devez utiliser tel outil, et vous le prenez tel que nous, on l'a conçu. Donc, large concertation. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Et ça a pris 1 an pour définir les axes technologiques. Oui, ça a pris énormément de temps. Mais bon, tout le monde était d'accord sur l'aspect fonctionnel, ce qu'on allait faire et comment on allait faire. Et maintenant, on arrive en phase vraiment de production avec des outils qui fonctionnent dans une 50aine de villes. Madame Van Oosteyen, à la Sonaca, on peut parler aussi là d'une concertation. Écoutez, je dirais qu'au niveau d'une industrie comme la nôtre, le besoin vient vraiment du business. Donc c'est plutôt la démarche inverse à ce moment-là, quoi. Donc c'est par rapport aux besoins exprimés par le business que nous recherchons les outils adéquats. Mais pour les utilisateurs, ça veut dire que ça s'est traduit par des directives venant du haut de la pyramide vers la base. Voilà, mais nous avons ce que l'on appelle des key users, donc des utilisateurs quand même clés qui nous aident à définir les besoins pour aligner, faire le business IT alignment, comme on appelle cela. Donc d'aligner les besoins du business aux outils informatiques et de les adapter aux besoins. Ça donne satisfaction aujourd'hui d'abord à la Sonaca en tant que telle et aux utilisateurs. Il y a des récriminations, il y a non. Moi j'ai connu ça plusieurs fois dans plusieurs entreprises différentes, donc je ne vais pas vous parler de mon expérience personnelle. Je dirais que des utilisateurs mécontents, il en existe toujours, mais le principal c'est de répondre aux besoins de l'entreprise, avant tout. Est-ce que dans cet environnement numérique du travail, vous utilisez quel type de logiciel ? Des logiciels libres, des logiciels professionnels Je dirais, on a tendance à faire nos développements maintenant internes sur des plateformes Java, donc en open source aussi généralement. Donc ça, c'est un peu une tendance. Et j'avais d'ailleurs apprécié ce que disait monsieur ce matin, que bon, il faut, bien sûr, il y a l'aspect coût du logiciel. Donc clairement, on gagne avec les solutions open source. Par contre, il faut être attentif à l'aspect ressources humaines derrière ces outils, parce que ça demande quand même un investissement aussi certain qu'il faut prendre en compte dès le départ. Et je dirais les plateformes que nous utilisons, ça va de l'Office à des logiciels ERP comme SAP ou des logiciels de conception CATIA et jusqu'à des logiciels de pilotage de machines à commande numérique. Donc c'est très très vaste. Je vais vous demander de contribuer un petit peu au débat et effectivement de nous dire ce que signifie pour vous un logiciel libre. Alors A, un logiciel gratuit pour utilisation professionnelle, B, un logiciel gratuit pour utilisation privée. Un logiciel livré avec son code source, un logiciel installable sans licence ou aucune idée, ce qui est clairement la réponse que j'aurais donnée. Mais voilà. Une majorité donc de logiciels livrés avec son code source. Monsieur Eppelboin, vous utilisez des logiciels libres dans le cadre de votre ENT ? Ah voilà, la base est faite de logiciels libres. D'abord, l'ENT lui-même, la plateforme, est un logiciel libre. La plateforme d'enseignement est un logiciel libre. Il y a énormément de logiciels libres, mais nous ne nous interdisons pas d'avoir des logiciels privés, et nous en avons. Il y a un mélange des deux là-dedans, parce qu'effectivement, libre, enfin, il faut être très clair, ce n'est pas exactement aucune des réponses qui est là. On peut effectivement en avoir le code source, mais il y a une licence maintenant sur le logiciel libre, une licence qui vous explique que vous avez le droit de l'utiliser effectivement gratuitement, mais vous ne pouvez pas en faire n'importe quoi. Enfin, il y a différents types de licences. Et ça représente une bonne part, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment de tout. Et le logiciel libre n'est pas un logiciel gratuit. Ça nous coûte extrêmement cher en personnel. Ça, je l'ai dit ce matin, je réinsiste encore aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher en personnel. Monsieur Lambiotte, Monsieur Brown, des logiciels libres dans votre ENT ? Oui, chez nous, il y en a évidemment.
Notre plateforme e-learning n'utilise que des logiciels libres, mais par rapport à ce que dit le collègue ici, en effet, nous avons beaucoup d'investissements en ressources humaines pour les utiliser au mieux et pour repartager ce que nous construisons avec ce logiciel libre. Au niveau provincial, par contre, je pense au système d'exploitation, aux messageries, au traitement de texte, etc. Il y a un débat qui existe depuis plusieurs années maintenant, à savoir si on ne passerait pas à ces logiciels libres. Et pour le moment, il y a encore de fortes réticences, quoi, hein, parce que l'idée de se dire est-ce que le libre ne risque pas un jour de coûter plus cher que le payant, et là, elle est bien présente, parce que dans un service public, on est tenu d'une certaine continuité, etc. On est tenu d'assurer la continuité du service. Est-ce que déléguer l'utilisation d'un logiciel libre n'est pas quelque part une certaine délégation de la puissance publique à une communauté sur laquelle on n'a pas accès, quoi. Ça, c'est une question qu'on peut vraiment se poser. Monsieur Béard, dans l'enseignement, on a le même type d'interrogation par rapport à ces logiciels ? Oui, je crois que nous utilisons également pour la plateforme, le portail, des formules libres, mais avec le souci et je crois que ça a été dit ce matin, de savoir si ce logiciel est vraiment très répandu. S'il y a de ce point de vue-là une garantie de pérennité. Parce que prendre un logiciel libre par le fait même d'être libre et gratuit, ça n'a pas d'intérêt. Mais effectivement, s'il a été expérimenté, complété, assuré par un grand nombre d'utilisateurs et d'experts, ça peut être intéressant. Par contre, vient s'ajouter pour notre enseignement, comme on l'a dit à la SONACA, toute une série de logiciels, d'outils propriétaires qui sont évidemment essentiels parce que nous devons former sur des outils, par exemple, pour le calcul en éléments finis, on ne va pas prendre un logiciel libre, on va prendre des logiciels qu'on va retrouver dans l'industrie, qui sont développés par l'industrie. On a CATIA, par exemple, également. Alors se pose la question, pour la bureautique, que faut-il faire ? Mais je crois que dans l'enseignement, nous avons des facilités de convention, notamment avec Microsoft, pour pouvoir avoir accès à un très grand nombre de licences, pour autant qu'on identifie bien l'utilisateur, qu'il est bien un enseignant, qu'il est bien un étudiant inscrit. Et ça facilite évidemment les choses. Donc, cela permet également d'avoir, je crois, l'assurance d'une bonne compatibilité entre les outils. Oui, je voudrais revenir aussi sur ce que monsieur dit. Il est vrai que dans notre cas, nos clients nous imposent l'utilisation de certains logiciels, clairement. On parlait de CATIA, eh bien pour certains programmes, nous devons utiliser telle version, CATIA par exemple. Donc on n'est pas toujours libre non plus de faire ce que l'on souhaite. Pour revenir aussi sur la problématique Microsoft, qui n'est pas, je dirais, aussi bon marché peut-être que dans l'enseignement. Chez nous, c'est vrai que c'est très très coûteux. Et on a parfois regardé l'alternative de l'open source, mais de nouveau, pour un souci de collaboration avec nos clients, nos partenaires, etc., nous devons parfois rester compatibles. Et je dirais, malheureusement, aujourd'hui, l'échange en format Office, je dirais, reste encore un standard. Maintenant, c'est vrai qu'il existe des formats standardisés, le PDF, etc., qui permettent une meilleure collaboration sans être liés nécessairement à de l'Office. Mais je dirais que c'est seulement à ses débuts. Et donc, nous avons ce genre de contraintes aussi à prendre en compte. Je vais me tourner à nouveau vers vous, utilisateurs, et vous demander comment vous avez été accompagné lors de la mise en place de l'ENT dans votre entreprise, dans votre institution. Par des formations, par une information, pas accompagné, ou bien vous n'étiez pas, ou on vous a dit que vous n'étiez pas concerné. C'est évidemment un sujet sensible, j'imagine, de l'accompagnement à l'installation ou même au développement de ce type d'outils de travail.
Et une fois de plus, sans citer les chiffres, je dirais que c'est plutôt pas accompagner que accompagner, quelle que soit la formule. Alors, je vais me retourner vers vous, madame, messieurs. Comment est-ce que vous avez, je dirais, aidé les utilisateurs à s'approprier l'ENT? Qui veut se lancer? Moi, je vais dire que suivant les éléments, c'est extrêmement variable. Il y a des choses, ils ont été laissés complètement dans la nature, je dirais même avec des notices plus que minimales. Il y a d'autres éléments pour lesquels il y a eu des efforts de formation, mais je ne sais pas comment c'est en entreprise, mais en tout cas dans l'université, on a le plus grand mal à réunir des gens. Quand je veux faire des formations à la plateforme d'enseignement, même en m'y prenant un mois à l'avance, je n'arrive pas à réunir plus de 12 personnes à la fois. Il y a toujours des emplois du temps qui ne coïncident pas. Il y a d'autres endroits, comme par exemple pour la gestion financière et comptable, c'était très clair. Ça a été à 100% accompagné, tout simplement parce qu'elle n'était pas ouverte si on n'avait pas eu la formation. Autrement dit, elle n'était pas validée. Et un service sans finance, ça ne tourne pas, donc forcément les gens y allaient. 100% accompagné, ça veut dire concrètement ça veut dire que toutes les formations personnes, pendant un temps. Les gens qui avaient le droit d'utiliser les outils du système financier devaient avoir subi une formation d'un certain nombre de jours. Et sinon, ils ne pouvaient tout simplement pas y accéder. Et donc, ça voulait dire que les services dans lesquels ils avaient à travailler ne pouvaient plus gérer leurs fonds. Donc là, on a vraiment un moyen quasiment coercitif très fort. Nous constatons dans nos installations que le retour sur investissement, donc qui est un terme à la mode, et le taux d'adhésion finalement des utilisateurs au nouveau système mis en place dépend fortement justement de l'accompagnement qui a été fait. Et la plupart du temps, ça passe par une formation à ce système de collaboration qui a été mis en place. C'est quoi l'accompagnement idéal, M. Guelton? C'est une formation sur le système lui-même. Et donc pas dans un environnement, je vais dire, c'est une formation sur mesure dans l'environnement réel. Enfin, ça peut être considérable comme investissement en termes de ressources humaines ou en termes financiers. Ça peut l'être, mais justement, je crois que la plupart du temps dans les projets, on ne tient en compte que finalement l'aspect technique au départ. Donc on va se focaliser sur voilà, j'ai besoin d'un serveur de telle puissance, puisque le projet à la base, on l'a dit tantôt, est souvent initié par les ingénieurs ou les techniciens, ceux qui ont un minimum d'attirance avec l'aspect technique. Par la suite, on n'a peut-être pas pris justement en compte avec l'outil qui a été choisi, avec ces fonctionnalités qui sont disponibles, on n'a peut-être pas pris en compte l'adéquation avec les processus existants dans l'entreprise. Et donc, dans tout projet, forcément, la partie technique, c'est un coût, mais il y a la partie formation, elle est très importante, et la partie, je dirais, audit préalable aussi. Dans les situations que vous avez eu à connaître les uns et les autres, est-ce qu'il y avait un porteur de projet, quelqu'un qui identifiait ce projet, et quel était son rôle, peut-être de manière très concrète? Chez nous, quasiment lors de chaque application, il y a un référent qui est le porteur du projet, une espèce de stakeholder, si l'on peut dire, qui va d'abord participer à la collecte des besoins, à la clarification des besoins, parce que les collecter c'est une chose, mais les clarifier est encore plus important, et qui va ensuite travailler avec les techniciens pour trouver la réponse informatique aux besoins. C'est-à-dire que chez nous, la tendance est plutôt à se centrer d'abord sur les attentes et non pas sur la réponse technologique. Et immédiatement après, c'est lui qui, en général, accompagne le dispositif de formation de tous les utilisateurs, qui est parfois légèrement préalable à l'implantation de l'application, qui est souvent simultané à l'implantation et qui est, dans certains cas, notamment dans les domaines financiers, domaines de gestion du personnel, etc., qui est rendu obligatoire pour accéder à l'utilisation de l'application. Donc un porteur du projet qui a un double rôle de formation et aussi d'information et communication. Pas de formateur, mais d'accompagnateur de la formation. Et très souvent aussi, ce qu'on essaie de faire, on n'y arrive pas toujours, c'est de pouvoir, après la formation, une fois que l'utilisation est lancée, c'est pouvoir essayer d'avoir une petite communauté de partage des ressources que ce logiciel permet, qui n'avaient pas été identifiées. Et l'une de ces missions est de relayer justement
toutes ces informations fort utiles qui sont glanées ensuite chez les utilisateurs. Lorsque vous mettez un projet en développement, et c'est valable pour chacun d'entre vous, comment est-ce que vous assurez la communication vers les utilisateurs potentiels ou les utilisateurs futurs dans votre entreprise ou dans votre institution? Chez nous, ça dépend très fort. C'est quand même une grosse institution, je vous ai dit le nombre de personnes. Donc, si c'est un projet qui se fait à l'échelle de l'institution, on travaille dans une démarche plutôt top-down avec les responsables des différentes directions. Et en général, quand c'est un projet qui est spécifique à une institution, on est dans une démarche tout à fait différente de type bottom-up où la priorité est vraiment accordée de manière très importante aux personnes qui vont être les utilisateurs quotidiens de ce qu'on veut mettre en place. Monsieur Béard, même question. Dans le monde de l'enseignement, cette communication, lorsqu'il y a des projets qui vont se développer, comment se fait-elle? Mais, nous avons effectivement une personne, donc j'ai cité son nom tout à l'heure, Madame Champagne, qui a pour rôle de coordonner l'implémentation de l'ENT et de faire la communication tout en organisant la formation. Alors cette formation peut se faire même avec l'aide parfois pour avoir des outils simplement de base, avec l'aide de Technofutur TIC, qui permet de faire des formations à tout un chacun. Et par rapport à l'outil lui-même de ENT, là, des formations ponctuelles. Et nous travaillons à ce niveau-là en collaboration même avec la salle NTIC de la bibliothèque de l'Université du Travail, où là, nous avons la possibilité d'avoir un accès à des outils numériques en connexion avec le campus. Donc, le problème, je crois, M. Eppelbaum l'a dit, c'est la participation. Il y a beaucoup d'appels, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas disponibles, et on peut le comprendre. La vie de tous les jours n'est pas simple. Mais on répète, on s'acharne, on est persévérant, et il faut aller beaucoup sur le terrain. Donc, les personnes aussi se déplacent, vont dans les institutions, dans les secrétariats, approchent les enseignants, et petit à petit, je crois que le lien se fait connaître. Ce serait intéressant de reposer cette même question l'année prochaine. Vous parliez de manque de disponibilité parfois pour ne pas répondre éventuellement à vos attentes. Est-ce que ça ne peut pas être aussi une forme de résistance au changement un peu déguisée? Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez dans vos environnements? Oui, il y a toujours une résistance au changement, mais il y a quand même aussi dans l'enseignement un esprit de curiosité. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Et aussi une méfiance. Méfiance, oui, ça peut peut-être m'intéresser. Et je crois que d'autres expériences que nous avons suivies, notamment au nord du pays, montrent qu'il y a surtout un effet d'entraînement. Il suffit de quelques-uns qui montrent aux voisins, ça marche comme ça, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais essayer alors. Et donc, comme nous sommes au début, on espère que l'entraînement va effectivement jouer, parce que sinon, Madame Champagne, elle va s'épuiser. Résistance au changement, ça existe dans les pouvoirs communaux, M. Lambiotte? Oui, évidemment. Ni plus ni moins qu'ailleurs, peut-être? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut juste que la pièce tombe chez les hommes politiques, mais dans les administrations, en fait, on a de moins en moins de résistance au changement, parce que peut-être qu'on a travaillé beaucoup sur l'ergonomie des outils et donc sur la formation. Ça aide à faire accepter les outils, et on se base sur l'existant. C'est vrai qu'il n'y a rien à faire. La rançon de succès, c'est vraiment d'accompagner les gens et de ne pas les brusquer et d'y aller vraiment en douceur, et surtout, je veux dire, de ne pas, on parlait tantôt du livre, de ne pas dire qu'on prend des logiciels gratuits parce qu'ils vont croire qu'on fait des économies sur leur dos, mais vraiment de leur apporter chaque fois une plus-value en leur montrant de nouveaux outils, qu'ils y voient leur propre intérêt en fait. C'est vraiment, il faut détecter l'intérêt de la personne et pas forcément toujours l'intérêt du décideur qui va par exemple créer des outils qui vont permettre d'avoir un meilleur contrôle de l'administration. Et donc vous devez vraiment trouver des outils qui vont permettre d'améliorer la vie au jour le jour de l'employé.
En entreprise, Madame Van Oostayen aussi, la résistance au changement, c'est quelque chose qui a tendance quand même à se lisser aujourd'hui, qui était plus forte il y a peut-être 10 ans. Je dirais clairement, je crois que ça reste humain. La résistance au changement, c'est un facteur humain. Bon, quelque part qu'il faut prendre en considération lors de projets. Donc nous, clairement, on se fait accompagner dans un projet. Selon l'importance du projet, l'accompagnement est plus ou moins important. Donc l'aspect information préalable au lancement d'un projet est important. L'accompagnement pendant le projet. Ça se fait comment? Alors l'information, lorsque vous lancez un projet, ça se passe très concrètement. Ça se passe par l'organisation de réunions, de présentations, par des diffusions de messages sur l'intranet, ce genre de choses. Une diffusion large, enfin, en fonction du projet ciblé, bien sûr, en fonction des utilisateurs, j'imagine. Tout à fait. Et je dirais donc les personnes sont formées aussi souvent. Et je dirais qu'une bonne formation aide à accepter le changement. Et en contrepartie d'un changement, souvent l'utilisateur apprécie d'avoir quelque chose en retour. Bon, on parle de projets de mise en service de nouvelles fonctionnalités, ça c'est une chose. Mais par exemple, prenons le cadre de la migration d'un système comme SAP. Il y a des migrations qui sont très très lourdes et qui sont très perturbantes pour l'utilisateur. Donc clairement, il doit être accompagné et formé. Et s'il voit, tout compte fait, qu'il va gagner du temps dans son travail, bien, il est partie prenante. Et donc, en l'espèce, il y a un porteur de projet? Ah oui, clairement, oui, ça c'est indispensable. Et qui est clairement identifié par l'ensemble de l'entreprise ou la partie de l'entreprise qui est concernée? Oui, pour de gros projets, c'est toujours le cas et c'est absolument essentiel à la réussite du projet. Et je dirais, ça va chez nous même jusqu'à des certifications. Donc on parlait de l'aspect formation tout à l'heure, donc c'est très très important. Et pour certains logiciels, la formation est absolument indispensable, sinon c'est un facteur d'échec. Bien sûr. Justement, alors on va peut-être demander au public si dans sa société ou dans son institution, il connaît et il parvient à identifier parfaitement le responsable du projet ENT. Alors c'est pas plus ou moins, c'est oui, non ou pas concerné. Hein. Formidable. Très bien. Mensonge, vous dites. Non, mais c'est plutôt, oui, ça c'est plutôt effectivement encourageant. On a vu le rôle du porteur de projet dans la communication et dans l'accompagnement. Quel est son rôle dans l'acceptation du projet par les utilisateurs? Ça, je crois que c'est très très important, surtout dans les institutions publiques qui malheureusement ne disposent sans doute pas des mêmes possibilités d'investissement que d'autres domaines du travail, et où par ailleurs les possibilités coercitives d'agir sur le personnel sont aussi assez singulièrement réduites comparées à d'autres milieux de travail. Donc il est capital chez nous, avant même de décider d'investir dans un projet, de commencer à susciter l'adhésion du personnel. Et si on voit dès le départ que l'adhésion est minimale et qu'on a beaucoup plus d'hostilité qu'autre chose, il vaut parfois mieux décider de ne pas lancer le projet en considérant que la situation n'est pas mûre, parce qu'on risque de faire un investissement totalement négatif. Donc chez nous, c'est un élément très très important. Même si je dirais que nos autorités nous poussent plutôt dans le dos pour avancer, pour aller plus vite et encore plus loin. Souvent, je dirais, la base du personnel a certaines réticences par rapport au changement, se disant ça fonctionne très bien ainsi, pourquoi on changerait, hein, avec un niveau de satisfaction, d'autosatisfaction aussi parfois trop élevé. Donc il faut vraiment que quelqu'un puisse les stimuler, et je partage le point de vue de la dame de Sonaca. Je crois que le meilleur moyen de les persuader, c'est de leur montrer leur intérêt dans la chose. Et donc un porteur de projet bien identifié peut faire changer une tendance générale. Vous avez pu observer ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça nécessite des qualités particulières, évidemment. Et du temps, j'imagine, oui. Et ça nécessite un peu de temps, mais c'est tout à fait possible, bien sûr. Bon, les gens ne sont pas... On peut être fonctionnaire, on n'est pas pour autant stupide. Hein. Donc les gens peuvent entendre des arguments, peuvent les écouter, peuvent les partager et peuvent changer d'attitude. Mais ce que l'on constate, c'est que l'informaticien n'est pas forcément le mieux mis pour porter ce projet. Oui.
hein, parce que c'est un monde différent, c'est un métalangage différent, c'est une conception des choses différentes. Et l'écart entre les utilisateurs et celui qui va construire le produit est parfois trop grand. Donc l'idéal, c'est de trouver quelqu'un qui a à la fois la compréhension des spécificités techniques et qui ait aussi une bonne connaissance du terrain dans lequel on va l'implanter. Monsieur Béard, quels sont les facteurs de réussite pour faire accepter un projet dans une institution? Mais je rencontre ce qui vient d'être dit, effectivement, que aller à l'encontre de la volonté de chacun, c'est peine perdue, évidemment. Donc il faut quelqu'un qui puisse montrer que l'outil va lui apporter quelque chose. Mais je crois que ça ne suffit pas. Et laissez-moi l'illusion quand même de dire ceci. Je crois également qu'il faut que les directions, les personnes qui ont une certaine responsabilité, s'y engagent pleinement. Parce qu'elles jouent un rôle quand même moteur dans un projet de cette taille-là. J'ai quand même entendu ce matin à Pierre et Marie Curie qu'à plusieurs reprises, le président a décidé, ça y est, on y va, et il faut qu'on mette tout en œuvre pour que, effectivement, on adhère au projet et il faut que l'outil soit utilisé. Un autre élément, je crois, et par lequel nous avons, nous, peut-être fauté un tout petit peu ici à lutter, mais enfin, bon, on était enthousiaste et on voulait avancer. Il faut que l'outil, d'emblée, soit opérationnel. Il doit tout de suite montrer qu'il est efficace. J'ai quelque chose, un outil, et pas dire, bon, ça ne marche pas, ce truc-là. À la troisième fois, vous n'aurez plus grand monde qui va s'y intéresser, évidemment. Donc, c'est très important, et ça, on s'y emploie, évidemment, mais il faut des moyens. Et donc, parfois, on met des outils à l'essai. Je crois que c'est une erreur. Il faut qu'il soit opérationnel quand on le met dans les mains de tout le monde. Et il faut que les directions, les responsables, eux-mêmes s'y intéressent. Eux-mêmes l'utilisent, eux-mêmes montrent l'exemple, évidemment. Parce que sinon, pourquoi voudriez-vous? Et il faut être conscient quand même, et c'est important de le dire et de le reconnaître, c'est du travail en plus, hein, pour chacun, pour l'enseignant aussi. Hein. C'est un nouveau système, c'est autre chose que son crayon et que son bic ou que son transparent habituel. Donc, c'est vrai que c'est un nouvel investissement, mais qui peut être enthousiasmant. Madame Van Oostayen, j'imagine que dans le privé, c'est pareil. De toute manière, on ne passe pas en force. Ah non, clairement non. C'est clair qu'avant de mettre une solution en service, elle doit être exempte le plus possible, je dirais, de bugs, certainement. Les solutions aussi doivent être performantes chez nous, parce que sinon, clairement, l'utilisateur jette son ordinateur par la fenêtre. Donc tout ça doit être clairement préparé. Et donc nous avons des infrastructures qui servent, je dirais, à tester, à certifier les solutions pour de gros projets. Donc avant de les mettre en service, c'est dans les mains de tous les utilisateurs. Ça veut dire, comme M. Béard, lorsqu'on les met en fonction, ils fonctionnent à 100% de capacité. 100%, je crois que c'est difficilement atteignable, mais en tout cas, il faut quand même un certain niveau de qualité avant de livrer ça à l'utilisateur final. Oui. On ne fournit pas le prétexte à l'utilisateur de dire de toute façon, ça ne marche pas. Non, voilà, parce qu'alors, clairement, il trouve des processus parallèles et il y a vraiment des usines à gaz qui se mettent en place en parallèle. Clairement, oui. Bien, je voudrais, avant de passer la parole à celui qui jusque-là n'a pas dit grand-chose, M. Van Binst, peut-être me retourner aussi vers vous et vous poser une petite question, c'est quelle était votre réaction lorsque, en entrant dans la salle, on vous a donné ce boîtier? Vous avez soit surpris, soit amusé, soit intéressé, effrayé, ce qui eût été mon cas si j'avais été à votre place, mais voilà, ou alors ça vous l'a laissé sans réaction.
Vous êtes très discipliné, hein, majoritairement intéressé, décidément, vraiment. C'est vous qui parliez de mensonges, M. Van Beens, tout à l'heure? Non, j'ai mal entendu, voilà. Et sous question, question corollaire par rapport à cela, comment est-ce que vous évaluez l'apport de ce vote, en tout cas de cet apport électronique interactif au cours de ce débat? Est-ce que ça vous a paru intéressant pour maintenir votre intérêt? Est-ce que c'est un bon moyen d'expression individuelle, quoique un peu réducteur à mon avis, mais enfin ça c'est un commentaire personnel? Est-ce que c'est un bon outil de sondage? Est-ce que c'est un gadget amusant? Ou alors carrément c'est inutile, quoi, hein. Bon, Monsieur Leroy va être très attentif aux réponses données à cette question. Voilà, c'est un bon outil de sondage instantané. Ça semble en tout cas être le cas pour la plupart d'entre vous. Je note quand même que, bien que n'ayant pas voté, certains ont trouvé que c'était inutile. Donc, voilà. Monsieur Béard, peut-être un commentaire? Par rapport à cet outil, voilà. Mais personnellement, j'étais très heureux de savoir que ça pouvait s'utiliser et de constater qu'il y a, même s'il y a certains qui l'ont trouvé inutile, mais qui l'ont quand même utilisé. Ne fût-ce que pour dire que c'était inutile. Oui. Ne fût-ce que pour dire qu'il était inutile. Mais voilà, c'était un moment d'interactivité et je crois que c'était le but de cette journée et de l'environnement numérique de travail. On ne pouvait pas vous distribuer des petits papiers et mettre des croix dessus et les récolter. Il fallait évidemment qu'on vous montre là un outil qui existe, puisque quand même dans le sondage, on a constaté que tout le monde ne le connaissait pas. Il y avait quand même une bonne proportion qui ne connaissait pas cet outil. Et donc, on a rencontré un objectif, c'est de le faire connaître. Merci. Je vais laisser le soin donc à M. Van Beens de faire la synthèse de tout ce qui s'est dit au cours de ce débat. Et je vous signale qu'après, si vous souhaitez poser des questions à l'une ou l'autre de nos orateurs, eh bien, ce sera tout à fait possible. Merci. Je vous autorise à vous asseoir. C'est gentil. Merci. Voilà, donc vous allez assister maintenant à un élément bien connu du monde médiatique qui s'appelle Mission Impossible 7, n'est-ce pas? Vous ne savez pas encore qu'il y avait autant d'épisodes, mais je vais vous en jouer un là, live. Je me mets debout ici au milieu, d'abord pour me dérouiller les jambes, parce que je n'ai pas l'habitude de rester tranquille si longtemps, et en plus parce que je devais être sur la télévision. Donc voilà, je suis en plein dans la caméra, donc c'est bon. Vous, je vous donne congé, là, vous avez été très bien, vous pouvez... Donc, je ne vais évidemment pas résumer ce débat qui était, je crois, de très haut niveau. Je vais peut-être essayer de vous faire partager quelques impressions que j'ai ressenties pendant cette heure et demie, quelques choses aussi qui m'ont été suggérées de mon expérience personnelle précédente sur le sujet en question. D'abord, j'ai observé, c'est un premier rôle du rapporteur, j'ai observé les panélistes que j'ai jugés de très bon niveau. Ils sont motivés, ils savent de quoi ils parlent et ils veulent le faire savoir. Madame Sonaka avait le rôle très difficile d'être la seule vraie représentante du monde industriel. Enfin, tout le monde sait maintenant qu'il faut de temps en temps passer sous les fenêtres de Sonaka pour récupérer les ordinateurs qu'on jette. Et je me demandais effectivement si on tiendrait bon avec ces fonctionnaires avant qu'il y en ait un qui dise « Nous ne sommes pas idiots, bien que nous soyons fonctionnaires », mais il y en a un qui l'a dit. Donc, je lui rends grâce. Et en plus, il est prof aussi, donc c'était en toute sympathie que je lui rends le compliment. Alors, vous, public, vous avez été extraordinaire, n'est-ce pas? Parce que dans ma jeunesse lointaine, on parlait des plus grands mensonges du monde. C'est tout de suite ce mot-là qui m'est venu à la bouche. Et ça s'appelait le Bureau soviétique des statistiques.
Vous savez, alors, c'était combien de Russes sont riches, combien sont forts, combien sont intelligents, etc. Alors, le total faisait 200%, choses comme ça. Mais ici, c'est plus fort. Hein. Technologie contemporaine, le total fait 50%. Et comme je suis bon en calcul mental, j'ai souvent fait le petit total sur ces graphiques. Il n'était pas le même, donc ça variait doucement. Donc, réellement, ce que cette statistique voulait dire, c'est qu'à peu près 50% d'entre vous étaient endormis et ne poussaient pas sur le petit bouton. Ça, c'est ce que moi j'ai retenu statistiquement de l'exercice. Pour le reste, effectivement, le petit gadget est joli et la technologie a l'air de fonctionner, mais réellement, nous n'en savons rien puisque personne n'a vérifié qui avait réellement poussé sur quoi. Donc, je crois que tout était préenregistré dans les petits graphiques. Ça, je connais aussi. Quand on fait une démo, rien de tel qu'avoir les résultats tout préparés. Alors, fonction 1, fonction 2, fonction 3, et hop, 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 ça affiche les images. Si c'était pas ça, alors vous êtes extraordinairement poli, bien élevé. Vous avez chaque fois répondu ce qu'il fallait, ce que j'ai effectivement jugé fort mensonger. Bien. L'autre aspect très important socialement, l'un des premiers exercices l'a montré, c'est que vous étiez souvent du monde de l'enseignement ou du service public, et donc vous avez une très bonne éducation. Vous êtes des gens bien éduqués, supérieurs, bourgeoisie moyenne à supérieure, âge moyen à supérieur. Et ça se voit tout de suite parce que l'invitation au forum d'aujourd'hui indiquait clairement que la salle était couverte d'un réseau Wi-Fi. Or, personne n'emploie le Wi-Fi. Ou alors c'est vraiment en cachette. Et elle... Elle est la seule qui a sorti son ordinateur, mais elle n'a pas regardé son courrier électronique. Parce que rien qu'en regardant de biais, je vois au visage de quelqu'un s'il lit son courrier, s'il fait du web, ou si au contraire elle prend des notes sur le débat. Mais ton attitude, je la connais. Hein. Ton attitude était parfaite. Tu avais l'air de prendre des notes relativement au débat, donc c'était bien fait. Mais dans le monde où moi je vis, qui est un monde scientifique haut niveau, business haut niveau, tout ce que vous voulez haut niveau, eh bien dans une réunion comme celle-ci, au moins la moitié des gens auraient ouvert leur ordinateur, auraient regardé leur courrier électronique et ces choses-là dont on parlait. Ce n'est pas que le BlackBerry, c'est carrément tout le monde virtuel qui est là. Et si vous aviez fait ça, alors vous auriez été des témoins actifs du sujet du débat. Parce qu'on parlait des environnements numériques de travail. Mais vous ne l'avez pas, n'est-ce pas? Vous ne le connaissez pas, vous êtes nuls. D'accord? Parce que si vous étiez réellement imbibé de ce monde environnement numérique de travail, vous auriez eu votre PC, votre laptop, votre BlackBerry, vous auriez gardé votre mail, votre web, vous auriez fait votre travail ici, maintenant, pour ne pas perdre cet après-midi ou cette demi-après-midi. Et alors, Madame Sonaka aurait dit que vous étiez performant. C'est la seule qui a d'ailleurs dit, c'est normal, que dans l'entreprise, on doit mettre le bien de l'entreprise avant le bien individuel, s'il faut choisir. C'est vrai, vous avez raison, on ne peut pas dire autre chose. Elle a d'ailleurs dit, pas vraiment comme moi je vais le dire, mais un utilisateur mécontent, ça c'est un pléonasme. C'est vrai que c'est presque impossible de satisfaire l'utilisateur. Donc voilà quelques idées génériques qui me sont venues pendant ce débat. Pour le reste, le danger d'un débat comme celui-ci, c'est qu'il touche un domaine très large. Et les logiciels libres, par exemple, ne sont évidemment en rien spécifiques des environnements numériques de travail. Le logiciel libre est une problématique en soi. Donc c'est un sujet que je ne vais pas du tout aborder, pour intéressant qu'il soit. Il n'est pas du tout propre à cet aspect de l'environnement numérique de travail. Ce qui me semble beaucoup plus réel, propre au sujet lui-même, c'est la manière dont le débat a commencé. Parce qu'on a demandé à chacun, qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Comment conceptualisez-vous l'environnement numérique de travail? Et je crois que si on n'avait pas eu 6 panélistes, mais 16, on aurait continué à ajouter des fonctionnalités, des caractéristiques, jusqu'à décrire le monde informatique tout entier, quoi. Et réellement, c'est ça, n'est-ce pas? Le terme est tellement riche, tellement large que environnement numérique de travail, oui, c'est notre société de l'information, c'est notre manière de travailler aujourd'hui, il n'y en a plus d'autres. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne cache jamais rien de ma vie, surtout professionnelle. J'ai été pendant des années dans la Société belge de télétravail, la BTA. J'en étais président pendant 6 ans, Dieu me garde. Et j'ai donc approché très fort ce problème
de la mobilité du travail. Réellement, qu'est-ce que c'est qu'un environnement numérique de travail? C'est un poste de travail virtuel. Ça, c'est très bien. Et alors, il faut définir qu'est-ce que c'est qu'un poste de travail, évidemment, avant de dire qu'il est virtuel. Et ça, c'est une réflexion qui peut-être, je critique comme ça, je donne mes opinions, qui peut-être aurait permis de focaliser le débat. D'ailleurs, je ne sais pas qui a fait le questionnaire, c'était peut-être pas vous. Voilà, donc vous êtes disculpés. Voilà. Mais on aurait pu focaliser le débat, et vous pouvez le faire maintenant, a posteriori, en revenant sur ces idées, sur la définition finalement du poste de travail. Qu'est devenu le poste de travail? Qu'est le poste de travail devenu? Moi, je me rappelle très bien que quand on faisait de l'évangélisme, il y a une quinzaine d'années, sur le mot télétravail, on disait finalement travailler, pour l'immense majorité des gens, c'est être à une certaine heure, à un certain endroit. C'est la définition du mot travail, pour l'immense majorité des gens. Et c'est un fait. C'est pas vous, c'est pas moi, bien sûr, mais c'est l'immense majorité des gens dont vous ne faites pas partie. Travailler, c'est être pendant un certain temps à un certain endroit. Et télétravailler ou avoir un environnement virtuel de travail, c'est faire exploser ce vieux cadre, bien entendu, et dire on peut travailler n'importe où, n'importe quand. Et comme la dérive est bien connue, ça revient au fait de travailler partout, tout le temps. Ça se dit très bien en anglais, anywhere, anytime. Qui devient everywhere, all the time. Et c'est clair que nous en sommes tous d'une certaine manière victimes, soit parce que c'est nous qui sommes les travailleurs, soit que nous sommes gênés par le travail des autres. Il n'a pas résisté très longtemps avant de sortir sans. Il fallait bien qu'on prouve, to prove the point, ça s'appelle. Alors, 2-3 choses qu'on a dites, qu'on n'a pas dites, qui m'ont interpellé. On a parlé d'argent. C'est normal, du budget. On n'a pas tellement parlé de mesures de performance, si je peux employer ce mot-là. C'est très compliqué, évidemment. Et c'est justement très différent dans un monde où price performance, je parle du monde commercial, est la base du principe de vie, on va dire, de travail, notre vie économique, capitaliste, appelez-la comme vous voulez. Et dans le monde, on va dire, du service public ou assimilé, non-for-profit, non lucratif, où effectivement, on a en général un budget, et puis il faut en quelque sorte maximiser la productivité à l'intérieur du budget donné, qui au mieux permettra de demander un plus grand budget la prochaine fois, ou d'éviter qu'on vous le rabote si vous ne montrez pas que vous en avez fait bon usage. Et donc ça, c'est un élément qui, je crois, n'a pas été... On l'a mentionné, peut-être pas de manière très claire, mais je crois que c'est un autre élément de réflexion, c'est que mesurer le fameux price performance, combien est-ce que j'ai eu pour moi. On a dit return on investment, quelqu'un l'a cité à un moment donné, et effectivement c'est très difficile de mesurer quand il s'agit de comportement au travail, de productivité, de plaisir finalement, de bonheur. On espère encore que l'immense majorité des travailleurs trouvent un bonheur dans le travail, et dans cet aspect immatériel dans la mesure de la qualité du résultat est un élément qui, je crois, a été évoqué, mais de manière plutôt sous-jacente. L'autre élément qui a été peu évoqué, mais au début on en a plus parlé, parce qu'après je crois qu'on a parlé de choses plus génériques, c'était ce fameux aspect de mobilité. Pour les uns c'est e-learning, pour les autres c'est télétravail, c'est travail à distance, travail on the road, en route, etc. Et je crois que là, il y a d'immenses éléments de qualité, de performance qui peuvent être mis en évidence. Je crois que pour les étudiants, je suis aussi prof, je vis dans le monde universitaire, pour un étudiant, savoir qu'il peut effectivement étudier, le cas échéant, réussir un cours sans avoir suivi les cours de manière traditionnelle, sans avoir été présent et en ayant étudié par lui-même, n'est pas nouveau. N'est-ce pas? Vous connaissez tous comme moi le fait que certains passaient leur vie au café et puis un peu de temps à la bibliothèque et faisaient une grande distinction. On les a tous connus, ceux-là. Ils sont la minorité, bien entendu. La plupart de ceux qui passent leur vie au café et ne viennent pas au cours ratent, tout simplement. Et le fait qu'aujourd'hui, les techniques d'apprentissage à distance soient mieux répandues, à ma connaissance, aujourd'hui, n'a rien changé à la qualité statistique de notre enseignement en termes de réussite d'étudiants. Plaisir des étudiants, bonheur des étudiants est une chose encore plus difficile à mesurer.
j'ose dire, parce que vous savez que je suis un peu provoque et ça aide à réfléchir, que pour certains professeurs, l'enseignement de type e-learning confine à la fainéantise, n'est-ce pas? C'est l'inverse de ce que ça devrait être. C'est les mêmes profs qui lisaient toujours le même cours chaque année, qui au moins venaient au cours pour lire leur cours, n'est-ce pas? Parfois ils s'endormaient en le lisant, les cas sont connus, et un étudiant le réveillait et hop, il continuait la ligne suivante parce qu'il était fort. Mais aujourd'hui, des collègues, que je ne citerai évidemment pas, mais de prestigieuses universités wallonnes, donc ce n'est pas l'ULB, eh bien, m'ont dit, j'ai fait un investissement énorme dans mon cours, il y avait des petits dessins, des graphiques animés, des quiz interactifs, tout machin, et maintenant, je suis tranquille. Hein, je suis tranquille parce que tout est là, tout est sur le web. Moi, je ne dois plus faire cours. Je suis moderne, je suis bien coté. Mes étudiants viennent me voir en tutoriel, en séminaire, en mentoring. On dit tous des mots comme ça. Traduction, le type donne plus cours. Quoi. On est payé pour donner 150 ou 300 heures de cours par an. Là, fini. Alors, comme chacun sait que c'est son fils de 14 ans qui a fait les petits dessins, parce qu'il n'y a que les enfants de 14 ans qui savent faire les petits dessins, ça c'est bien connu. Donc, il y a là une déviance, pas du côté des étudiants, du côté des profs. Et ma petite anecdote, j'espère vous aide à réfléchir sur le fait que la technologie, quelle qu'elle soit, l'environnement numérique du travail, peut de toute façon avoir sa déviance. Et pas toujours là où on l'attend, n'est-ce pas? C'est pas toujours le travailleur qui est un feignant et qui va profiter. Ça peut être à différents niveaux de pouvoir. Et on a parlé évidemment du management et de différents côtés. C'est le conseil communal qui dit on veut garder le contrôle. C'est le patron qui veut voir ses gens, les mesurer. N'importe qui est un jeune manager aujourd'hui sait très bien qu'on contrôle beaucoup mieux ces gens avec des outils TIC qu'avec n'importe quelle présence au bureau, n'est-ce pas? Tout le monde connaît ceux qui sont au bureau à 8 heures du matin pour lire, selon les régions du pays, de Morgen, de Nice, la Meuse, la Lanterne, le soir. Ils sont présents au bureau. Ben, évidemment, ce n'est pas ça de travailler, mais il y a tellement longtemps qu'on a l'habitude de savoir qu'on peut lire son journal au bureau que ce n'est même plus un élément de contrôle. Il est là. Aujourd'hui, on dit on ne peut pas regarder le web au bureau, on ne peut pas faire de l'email personnel au bureau. Ben, depuis toujours, on peut pousser la touche 0 sur son téléphone et appeler sa mère, sa sœur, son coiffeur, la cacaillerie. Et alors, on a des débats sur l'environnement numérique de travail parce que les gens s'échappent du travail. Ils n'ont pas entendu l'environnement numérique pour s'échapper, évidemment. Tandis que si on met en place des outils informatiques de contrôle de l'environnement numérique de travail, alors on sait très bien ce que le gars fait, quelle adresse IP il emploie, combien de secondes il passe sur tel site web, combien de rapports par jour il a envoyé par email, combien de fois il a accédé à la database corporate pour aller voir quel document, etc. Et on le surveillera beaucoup, beaucoup mieux, évidemment. Alors les syndicats se lèvent en disant « atteinte à la vie privée ». Quand je fais mon discours de ce matin, d'accord, on a redéfini la vie privée et pas toujours dans un sens que je crois honnête ou positif. Je ne vais pas être trop long, je crois que ce n'est pas le but, mais il y a encore une ou deux choses qui m'ont interpellé. On a parlé de mobilité, on a parlé de performance, on a parlé de l'aspect de l'enseignement des étudiants, de l'enseignement des profs en général. Ma dernière idée revient au monde c'est plutôt vous, je crois, le seul officiel, non, vous deux représentants du service public, du monde public, et ça touche à cet aspect de, appelons-le le mot sacré, sécurité de l'information. Et là, je crois que le monde des services publics doit obligatoirement regarder ce qui s'est fait dans le monde du privé, mais pas de la petite entreprise, qui n'est pas toujours le meilleur exemple, parce que les moyens, bien souvent, manquent tragiquement dans les PME ou les TPE, mais bien dans les grandes entreprises. Et ça, ici en Belgique, c'est très simple. Si vous voulez voir qui a de manière la plus performante mis en place les outils de télétravail, c'est clair, c'est Belgacom, c'est IBM, c'est Alcatel, ce sont ces gens-là qui ont le plus d'argent à gagner de la manœuvre et qui ont aussi tous les outils, à la limite, qui ont leur vitrine technologique à mettre en œuvre. Ce sont évidemment les premiers qui sont précipités dans la brèche, je veux dire, quand elle a été ouverte. Et là, il y a des choses très intéressantes à apprendre. On a parlé, ça intéresse tout le monde, je crois, du fait qu'on puisse avoir son PC portable n'importe où.
il est bien évident que beaucoup de gens de beaucoup de firmes, dans certaines circonstances de secret professionnel, ne peuvent pas employer leur PC portable n'importe où. Certainement pas sur un hotspot d'une autoroute ou demain d'un avion, des choses pareilles, parce que le danger d'espionnage industriel est beaucoup, beaucoup plus grand à ces endroits-là que, bien entendu, au domicile de la personne, par exemple, on peut lui offrir une connexion sécurisée avec des outils qui aujourd'hui sont très performants. Et là, je crois que du point de vue service public, j'ai aussi beaucoup travaillé pour la région bruxelloise et les administrations communales. Et là, je crois qu'il y a encore tout un pas qui va ramener sa gamme de problématiques, parce que l'aspect contrôle va de nouveau intervenir. Et je crois qu'on voit très bien, je crois que quelqu'un l'a dit, dans l'administration, la résistance au changement est quelque chose du passé. Hein, on a clairement défini, les jeunes fonctionnaires se rendent compte que leur carrière, leur prestige, aujourd'hui, est nettement meilleur s'ils peuvent briller par une volonté d'informatisation. C'est vrai dans l'enseignement, avec un contexte beaucoup plus complexe, beaucoup plus lourd, je vais dire, parce que l'enseignement est un monde vraiment structurellement complexe, mais c'est fini le temps où on disait, oui, le vieux prof, effectivement, tout le temps le même livre. Non, il y a assez de jeunes générations qui en veulent et qui veulent réellement progresser. Et je crois que les mots-clés de ce côté-là, c'est la mode, un facteur très, très important. Vous pouvez dire le snopisme, hein, c'est pas mal de temps en temps de vouloir être au petit poil. Et les deux dangers, les mots que j'emploie habituellement, c'est arrogance et ignorance. Hein. Ceux qui disent oh oui, non, c'est mauvais, ça n'apporte rien, et ceux pour qui ça cache réellement le fait qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit, effectivement. Mais je crois que la tendance aujourd'hui est beaucoup plus portée par la mode et qu'on verra encore dans ces ENT énormément de progrès. Voilà ce que j'ai ressenti à l'écoute du débat, avec ma petite sauce personnelle en plus. Merci, Voilà. merci Monsieur Van Binst pour cette synthèse et vos impressions. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous aurait des questions, une question à poser à nos orateurs, nos panélistes? Oui? Voilà. Moi, je ne suis pas capable de vous répondre. Monsieur Leroy ou Monsieur Béard, peut-être. Mais Monsieur Leroy m'a dit tout à l'heure que cela déprogrammait le tout. C'est-à-dire, comme Monsieur Van Binst l'a dit, tout était programmé à l'avance. Et donc, si vous poussiez sur le bouton rouge, toutes les réponses auraient été différentes. Et nous n'aurions pas pu commenter les réponses. Bien, s'il n'y a pas de questions, il me reste à vous remercier pour votre attention et votre participation grâce à votre boîtier dont vous parliez. Merci aussi à nos orateurs. Merci madame, merci messieurs. Et je pense que je dois vous inviter à vous rendre dans la salle en face ou à côté, je ne sais plus très bien. Enfin, contre l'échange du petit boîtier.